Bah j'avoue que quand je monte sur scène, les 2 premières minutes, je mouille du cul, tu vois, un peu, forcément, quoi. Parce que j'ai peur de dire une connerie, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai comme un peu toujours ce syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que les meilleurs sales sont aussi des grands schizophrènes, tu vois. Parfois, on est à la limite de l'insolence, tu vois, quand on est sales, parce qu'on sait justement jongler. L'échec, pour moi, il y a 5 grandes étapes, et elles sont exactement similaires au deuil, justement. Pour 10 commentaires, t'allais avoir 8 débiles, un éventuellement qui va poser une question, et un qui va te donner de la force. Oui, si je veux aujourd'hui, je pourrais faire encore 2 fois ce que je fais, je pense, en termes de CA. Aujourd'hui, je fais un peu plus de 500 000 par an. Comment tu scales? Comment tu scales? Tu peux pas scale. Tu peux pas scale. Ce mot scale, tu peux pas scale. Ta gueule. Il faut juste voir à quel moment on en est dans sa vie. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, dans la mienne, ce que je veux, c'est du temps. C'est pas gagner plus d'argent. J'ai la peur du manque, je me rends compte aujourd'hui. C'est maintenant que j'ai gagné beaucoup d'argent que j'ai peur que ça parte. Bienvenue à tous, je suis Mathieu Leland, créateur de ce podcast et d'un club d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Enzo Colucci. C'est le coach de vente B2B le plus connu de LinkedIn. De vendeur de scooters sur Le Bon Coin à leveur de fonds pour des ONG en Suisse. Il a aussi monté une boîte dans l'automobile à 23 ans et ensuite enchaîné des postes de commercial et directeur commercial dans des startups avant de lancer son propre accompagnement. C'est un entrepreneur qui m'inspire par son franc-parler. D'ailleurs, vous allez le voir, pardon par avance, il y a beaucoup de gros mots dans cet épisode et sa liberté aussi à toute épreuve. Dans cet épisode, on va parler de comment gagner 500 000 € par an tout seul, des avantages et limites du modèle solopreneurial et de comment se relever des échecs. Merci pour vos retours qui me font hyper plaisir. On est déjà à plus de 30 000 écoutes en seulement quelques épisodes, c'est incroyable pour moi. Et surtout, abonnez-vous si vous avez aimé ce format, mettez 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire Magma. C'est une newsletter business qui est propulsée tous les vendredis par Orso Media. J'adore Magma parce que elle me permet d'avoir des nouvelles idées de business ou de détecter des tendances de marché. Par exemple, ils proposent des idées de startups qui ont cartonné à l'étranger que vous pouvez lancer en France ou vont te donner des analyses concrètes, précises, détaillées d'un nouveau marché en explosion en ce moment. Et puis plein d'autres rubriques qui parlent de tech et d'innovation. Voilà, Magma, c'est aussi une communauté avec des WhatsApp très actifs que vous pouvez retrouver pour vous entraider, pour recruter, pour tester des nouveaux produits, pour lancer votre startup. Voilà, donc il y a une vraie entraide et beaucoup de communication sur le groupe. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis surtout, c'est plus de 1500 abonnés payants aujourd'hui avec plus de 230 éditions qui sont sorties, des centaines de sujets traités, plus de 700 je crois. Et puis surtout, des lecteurs qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs reconnus comme Xavier Niel, comme Jean de la Roche-Brochard ou comme Mathieu Stéphanie. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, Magma, vous pouvez utiliser mon code qui s'appelle Bootstrap50, donc BOOTSTRAP 50, Bootstrap50, pour vous abonner à la newsletter Magma. N'hésitez pas et à bientôt. Et du coup, écoute, je vais commencer par la première question que je pose à tous mes invités, Enzo. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet? C'est quand la dernière fois que je me suis senti à poil et sans filet? J'ai l'impression d'être toujours à poil et sans filet dans ce que je fais en réalité. Donc, je joue pas de rôle quand je suis sur des podcasts ou quand je suis avec des clients. J'essaie toujours d'être moi, d'être authentique. Donc, je joue toujours sans filet en fait. C'est un truc, je pense que j'aime un peu cette adrénaline de pas préparer. Est-ce que c'est de la flemmardise cachée? Peut-être. On sait pas. Mais en tout cas, ça m'excite un peu de parfois me mettre dos au mur. Tu vois, pas. J'ai envie de dire pas plus tard qu'hier. En réalité, je coachais une boîte. J'avais jamais fait ce format-là, un workshop toute la journée. En tant que bon flemmard de l'époque qui aimait pas bosser à l'école, j'avais rien préparé à 22h la veille, tu vois. Et à la fin de la journée, les mecs m'ont dit c'est exactement ce qu'on voulait, c'est ouf. En fait, j'y suis allé juste à l'impro parce que j'ai l'habitude maintenant, je kiffe et je sais justement m'habituer et m'adapter à l'auditoire. Donc, je suis toujours sans filet, j'ai envie de dire, mec. Ouais, tu m'avais dit que tu prépares même plus tes... Je prépare. Mais en fait, on le dit à l'audience, en fait, je ne prépare plus. Non, je prépare pas parce que j'ai ma trame, en fait. J'en ai tellement fait. C'est qu'au début, c'est des trucs que tu prépares, tu vois. Les premières fois, tu fais attention, tu relis ta presse, etc. Enfin, ça fait genre maintenant 3 ans que je fais ce que je fais et j'ai coaché plus de 2000 personnes dans, je sais pas, plus de 200 boîtes bientôt.
Je l'ai tellement fait et c'est tellement un peu toujours la même chose. Là où je dois faire preuve d'adaptation, c'est l'écoute que j'ai avec les gens, c'est savoir rebondir sur leur secteur, mais pareil, j'ai des secteurs connexes, donc en fait, ça vient naturellement après. T'as fait du théâtre, toi, ou comment ça t'est venu, le côté aisance à l'oral, capacité à te... Non, jamais fait de théâtre, ça a été un grand regret de ma grand-mère, du côté de ma mère, qui a toujours voulu que je fasse du théâtre, parce que quand j'étais petit, j'étais un peu le pitre, tu vois, genre j'aimais bien faire semblant, je me déguisais en femme comme Robin Williams dans Madame Doubtfire, parce que ça me faisait triper. Moi, mes gars, quand j'étais petit, que je regardais, c'était Jim Carrey, Robin Williams, Louis de Funès, tu vois, donc c'est très théâtral aussi dans la façon de jouer, j'étais fan absolu de ces acteurs-là. Et après, l'élément déclencheur, je pense, ça a été... quand j'étais un peu perdu dans ma vie au moment des études, 18-20 ans, j'étais parti faire des études en Suisse à HEC et je me suis planté en cours de route, j'étais pas bien là-bas et je me suis retrouvé à vendre des associations dans la rue, vendre des ONG, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça a été vraiment le déclic parce qu'en fait là on te force. Les recruteurs de donateurs, j'ai fait aussi le petit t-shirt orange et t'arrêtes les gens, est-ce que vous voulez faire un plan à 3, tu chopes un couple et tu leur vends la doublette. Ouais, c'est ça. Donc du coup ce truc là il m'a fait exploser dans cette notion de confiance en soi parce que t'as pas le choix. Et en fait, comme j'ai réussi à être très bon assez rapidement, grâce aussi à l'équipe que j'avais qui m'a donné cette confiance-là, bah en fait, derrière, c'était beaucoup plus facile, tu vois. Puis en fait, c'est petit pas par petit pas, tu sais davantage où tu vas, tu prends confiance, t'as des retours, c'est galvanisant, et puis bah petit à petit, t'as de moins en moins peur. Même si encore aujourd'hui, tu vois, quand je me tape des conférences chez des clients où il y a 200 personnes, bah j'avoue que quand je monte sur scène, les 2 premières minutes, je mouille du cul, tu vois, un peu, forcément, quoi. Parce que j'ai peur de dire une connerie, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai quand même un peu toujours ce syndrome de l'imposteur, malgré le fait que ce que je fais aujourd'hui, je pense le faire plutôt très bien, des retours des clients que j'ai, et puis des demandes que j'ai aussi. Mais j'ai toujours un peu peur, tu vois. Toujours un peu peur de mal faire. C'est la peur numéro 1, la prise de prendre la parole en public. C'est la peur. Je crois que c'est après les serpents. On va savoir pourquoi on ne jamais de serpents en plus. Bien sûr. Mais c'est la deuxième, je crois. En France, c'est un truc énorme. Enfin, dans le monde même. Ouais, bien sûr. Ben, on t'apprend pas. Et puis en plus, nous, enfin, je parle vraiment que nous dans notre éducation en France. Si on repart encore une fois à l'école, on parlera de l'enfance après. Tu m'as dit, mais quand t'es à l'école, quand t'es en primaire, quand t'es surtout après au collège ou au lycée. Quand on te fait venir sur le devant de la classe pour parler devant tout le monde, on te met pas en confiance, on vient, c'est un pugilat en fait. Et on se fout de ta gueule en permanence, que ce soit du coup soit le prof qui essaie un peu d'être marrant avec toi, mais du coup toi ça te fait perdre confiance, que ce soit les autres qui se foutent de ta gueule alors qu'eux ils sont assis devant tout le monde, et toi c'est vraiment un pugilat en fait. Donc comment tu l'as vécu comme un pugilat Moi je m'en foutais parce que j'ai toujours eu déjà un peu confiance, ou j'avais pas peur parce qu'au pire je venais faire le clown moi, tu vois, devant le tableau, et au pire c'est pas grave, tu vois. Mais j'en voyais que tu sentais que c'était genre le truc quand ils passaient au tableau, tu sais, genre ils étaient rouges, tu sais, genre ils avaient peur, tu vois ce que je veux dire, on en a tous eu comme ça dans les classes, tu vois, et personne te met en confiance. Donc en fait, c'est pas quand tu vas après à l'école, en grande école, peu importe lesquelles, ou quand t'es en entreprise, qu'on t'apprend à avoir cette aisance à l'oral, tu vois, genre parler devant tout le monde. Au pire aujourd'hui c'est quoi, tu parles en visio. La plupart des boîtes maintenant qui sont en remote, t'es en kick-off ou t'es en ce que tu veux, en réunion weekly, et tu parles devant X personnes, où tu présentes ton projet. C'est pas pareil d'être en physique. C'est clair. Mais c'est marrant parce que du coup je pense qu'il y a pas mal de gens qui se demandent qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acquis. J'imagine toujours un mélange des deux. Ouais, je pense. Mais du coup, parce que toi, tu me dis, tu as fait recruteur de donateurs, donc c'est de la vente dans la rue, donc effectivement, c'est méga formateur. Ça t'apprend à bout effectivement, du 10e, la 100e bâche par un passant, tu finis par l'oublier. Moi, je l'avais vécu comme ça aussi. Mais du coup, toi, quand tu étais petit, tu me disais que tu étais un peu le pitre, donc tu avais quand même ce truc en toi, quand même, de faire le show. Ça vient d'où en fait, tu penses? Ouais, je pense, non, ça devient, quand j'étais petit, ça devient des films que je regardais, je voulais imiter. Tu sais, quand t'es petit, t'imites beaucoup, t'essaies d'imiter les grands, t'imites ce que tu vois. Et moi, comme je regardais énormément de films alors que je sais pas, j'avais 4 ans, je regardais que des Louis de Funès ou des Jim Carrey, comme je te disais. Mais en fait, moi, quand j'étais à l'école, je voulais imiter ce que je voyais finalement à la télé. Donc j'ai toujours eu un peu ce sens d'être un peu, ouais, le clown, je voulais faire rire les gens tout le temps. Donc il y avait peut-être un peu cette appétence. Après, elle était pas du tout structurée. Et puis, c'est les autres expériences qui m'ont aidé un petit peu à mieux cadrer ça. Donc peut-être qu'il y avait une part d'inné. Après, moi, je suis convaincu que même les gens qui n'étaient pas clowns comme j'ai pu être à l'époque, ou qui avaient peut-être pas confiance quand ils étaient petits, ça se travaille, ça se développe. Tu vois, genre il y a des gens, particulièrement, c'est toute une question d'envie, littéralement. Genre, si t'as vraiment envie de te dépasser, ça va être très dur, ça peut être très long. T'en as qui ont beaucoup plus d'avance que toi parce que justement c'est inné, donc on démarre pas sur la même ligne au moment du sprint. Moi je démarre peut-être à 20 mètres plus loin que toi, mais ça veut pas dire que tu finiras pas aussi, tu vois. Ouais, après moi j'avoue que je suis plus tranché là-dessus, je me dis que tout le monde n'est pas fait pour être sales, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me dis... Complet, oulala, complet. Tu vois, il y a plein de gens qui veulent et qui peuvent pas. Hein.
Attention, il faut pas que le vouloir pour y arriver, hein. Ça, c'est une connerie aussi, hein. Si tu veux, tu peux. Ta gueule, évidemment que non. Non, il y a des gens, ils ont beau le vouloir. Après, est-ce qu'ils le veulent pour les bonnes raisons aussi? C'est toujours pareil, tu vois, finalement. T'as des gens, ils vont le vouloir juste parce qu'ils voient de l'oseille. Et donc, forcément, si tu vois de l'oseille en un, pour moi, c'est pas assez grand. C'est quoi un bon moteur d'être... Toi, c'était quoi ton moteur d'être sales? Parce que c'est vrai que c'est un métier, t'as envie de te prouver quelque chose, je trouve. Ouais, moi, j'ai toujours voulu être premier, en fait. Tu vois, je pense que ça vient après de... moi, mes parents étaient divorcés quand j'étais gosse, donc si tu veux, ça vient de ce truc de t'as envie de montrer à ton daron que t'es au niveau, ou je sais pas, tu vois. Et après, j'ai fait beaucoup de sport, moi aussi, étant petit, et à haut niveau quand j'étais jeune, notamment au lycée. Donc, il y a toujours eu cet esprit de compète, ce challenge, et je pense que si t'as pas ça quand t'es sales, tu peux pas être top performer quasiment. Tous ceux que je rencontre, parfois, on est à la limite de l'insolence, tu vois, quand on est sales, parce qu'on sait justement jongler, tu vois, entre je sais m'adapter, je peux parler à un DSI, il y en a pas une qui part à côté, je dirais jamais merde, chier, putain, je cadre, je suis pragmatique. Et à côté de ça, quand on raccroche, je vais mettre une olive à quelqu'un et je vais courir. Tu vois, genre, j'ai l'impression que les meilleurs sales sont aussi des grands schizophrènes, tu vois. Oui. Mais il y a des contre-exemples aussi, bien sûr. Il y a des gens, ils sont hyper introvertis, très calmes, et c'est des sales en monstrueux. Mais ce qu'il faut, je pense, c'est avant tout, c'est être passionné, c'est prendre du plaisir. J'en avais parlé sur un autre podcast, il n'est pas encore sorti, mais c'est ta cible déjà. Est-ce que tu es content de parler à qui tu parles? Est-ce que ton buyer persona, est-ce que parler tous les jours à des DAF, à des directeurs opérations, à des CMO, à des... peu importe, est-ce que déjà ça te fait plaisir d'échanger avec ces personnes-là? Parce que les liens que tu vas créer et la profondeur des questions que tu vas poser ou autres, ça va pas être la même chose. Et est-ce que tu kiffes répondre aux besoins auxquels tu es en train de répondre avec ton produit ou ton service? Donc si déjà tu as ces deux trucs-là, si t'aimes ce que tu vends et que t'aimes les gens à qui tu parles, globalement, il peut que se passer des bonnes choses. D'accord, ça se résume exactement ça, tes interlocuteurs et qu'est-ce que tu vends. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt ce métier. De ouf, clairement. Il faut vraiment aimer parler à des gens. Ouais. Quoi. Donc, Ou en tout cas, il faut découvrir. Ouais. Moi, quand je suis arrivé quand je suis revenu en France et que j'ai bossé dans le médico-social, je connaissais rien à ce secteur, mais rien du tout. Je suis allé parler à des assistantes sociales dans l'hôpital, à des généralistes, à des kinés, etc. Mais j'avais cette mission-là de me dire, moi, je veux que les personnes âgées, elles restent chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. C'était mon but, tu vois. Moi, j'ai mes 4 grands-parents encore aujourd'hui. Je veux le plus tard possible qu'ils aillent dans le genre de centre, sauf au cas d'extrême urgence, tu vois. Donc, j'étais habité par ce truc. Pour moi, ça avait du sens. Et les gens à qui je parlais, bah, j'ai commencé à aussi les apprécier, à essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, quels étaient du quoi leurs enjeux tous les jours réellement, comment moi je pouvais créer un truc, un partenariat fort avec elles, en fait. Et petit à petit, j'y ai pris goût, jusqu'à un moment donné où ça m'a fait chier. Pour le coup, le médico-social m'emmerdait pour d'autres raisons. Attends, médico-social, ça veut dire quoi? Tu faisais quoi exactement? Bah, je parlais du coup la boîte du coup Wiel, pour simplifier, c'était une structure d'aide à domicile pour personnes âgées ou en personnes en situation de handicap. De l'aide à domicile, toi? Ouais, moi du coup, j'allais pas torcher le cul des personnes âgées. pour le dire, ouais, mais pour le dire de manière un peu drôle et vulgaire, on avait du coup des auxiliaires de vie sociale qu'on plaçait du coup au domicile de personnes âgées ou en situation de dépendance pour qu'ils puissent rester chez eux plutôt que d'aller en maison de retraite ou en maison en placement, quoi. Donc moi, j'allais placer des partenariats dans les hôpitaux, que ce soit à Paris ou dans toute la France, avec des assistantes sociales, des médecins, des kinés, des généralistes, etc. Ouais. Donc des professionnels médico-sociaux. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, un truc complètement différent de... Ouais, mais dans le social, quoi. Mais de toute façon, j'ai déjà l'impression que tu as cette fibre-là un peu aussi... Bah en fait, ça m'a fait kiffer quand j'ai arrêté ma boîte. En fait, le fait d'avoir touché aux assos, quand à un moment donné, j'étais perdu, je me dis, bon, ça, j'ai l'impression d'être pas nul quand il faut convaincre des gens et les arrêter et parler, donc vendre. Je sais pas dans quel secteur je vais être. Là, j'étais parti dans l'automobile pour ma boîte pour des mauvaises raisons. J'étais perdu. Je me dis, bon, le social, ça a l'air de me parler. Parce que du coup, je kiffais, moi, me dire que j'arrêtais des gens pour une bonne cause. Finalement, c'était aussi, tu vois, une sorte de mission. Tous les jours, je me suis dit, je vais être numéro 1 à la fin de la journée. Je vais avoir le plus de signatures sur tous les connards qui existent dans l'équipe. Mais à la fois, je sais que quand j'arrête les gens, c'est pour la bonne cause, tu vois. C'est pas je les arrête pour leur extorquer 20 balles, tu vois. C'est quoi ton record de signature de RIB 18. En une journée? 18. Ouais. Ah, c'est monstrueux. Ouais, à la gare de Genève, à la gare Cornavin. Ah ouais. Tu sais, c'est des jours comme ça où genre t'as le mojo. Ah ouais. Genre, parce que 18 c'est monstrueux. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce job pour l'avoir fait, je crois que mon record ça doit être 8 ou 9. Donc ce qui est déjà pas si mal parce ce que qui est monstrueux déjà 8 9. Déjà dur. Alors 18 c'est monstrueux. Il faut imaginer que c'est des gens qui vont donner leur RIB en fait à la fin tu viens les accompagner jusqu'à la banque, jusqu'à le distributeur. En Suisse, ils sortent leur carte. En Suisse, ils sortent leur carte et le RIB il est sur la carte, donc ils sortaient leur carte de crédit, on notait du coup pareil l'IBAN, etc. Incroyable. OK. 18 c'est monstrueux. Ouais, c'est drôle. Et je trouve que j'ai remarqué, je sais pas si t'as remarqué ça aussi, mais c'est dans les endroits où il y a plus d'argent que les gens donnent le moins. Et parfois, j'ai l'impression que quand j'allais dans des endroits à Paris, tu vois, à Saint-Denis, dans les rues, enfin, tu vois, dans les rues vraiment un peu plus populaires, on va dire,
j'avais parfois plus de ribes, ou dans des endroits très étudiants, beaucoup plus de ribes Je suis que d'accord. si je suis allé dans le 16e, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, les gens que j'arrêtais, souvent qui donnaient, c'était pas ceux qui. Alors après, en Suisse, le niveau est différent de vie, mais quand même, ceux qui donnaient, tu vois, c'est souvent des jeunes qui ont envie du coup de s'investir. Ouais. C'est des gens qui ont un taf, mais qui, oui, ils roulent pas sur l'or. C'est pas des gens qui bossent en banque, tu vois, typiquement pour donner le stéréotype en Suisse. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, c'est des gens qui ont pas grand chose parce qu'ils savent à quel point c'est important aussi. Ils Ouais. ont cette notion-là c'est de l'argent. Bah alors du coup, toi, t'as fait un podcast qui s'appelait L'échec mention très bien. Mhm. Ça vient d'où à la base? Ça vient d'où à la base? Et est-ce que toi, t'étais un bon élève ou t'étais mauvais élève? Moi, c'est drôle, je disais, moi, j'étais le mec qui avait pas les félicitations parce qu'il avait avertissement conduite. Genre, en fait, j'ai toujours été celui qui avait quand même plutôt des bonnes notes, même si j'ai retapé ma seconde parce que je faisais beaucoup de sport à cette époque-là. Mais j'ai toujours eu des bonnes notes et j'ai toujours été très grande gueule. Moi, je me suis toujours, enfin, pour moi, l'école au sens large en France, jusqu'à, en tout cas au bac, parce qu'après, j'en ai pas vraiment fait, c'est une injustice incroyable, vraiment pour moi. Les profs, même si je les plains dans certains cas parce qu'ils gagnent très mal leur vie, contrairement notamment à des pays comme la Suisse où ils sont très bien payés, donc on voit que le niveau scolaire a rien à voir, les profs sont payés comme de la merde, ont très peu de moyens, et en fait on est dans un cercle hyper vicieux où c'est une injustice tout le temps, genre les profs se comportent aussi mal finalement que les élèves, tu sais, c'est comme le concept des délinquants et des flics, il n'y a pas un meilleur parti que l'autre pour moi, les deux sont des connards, et à l'école c'est pareil. Donc je m'insurgeais beaucoup quand j'étais à l'école, je me levais, j'étais toujours le délégué de classe comme par hasard, alors que je me mettais même pas sur les listes pour y être, on m'imposait d'y être parce que j'étais le plus grande gueule de la classe. Donc j'avais des bonnes notes, mais voilà, jamais aimé l'école pour En autant. gros, les profs, tu détestais, mais, Ça dépend. En mais fait, tu te débrouillais bien pour avoir des bonnes notes, quoi. j'avais une règle et ma mère du coup, ma mère le savait et c'était moi je manquerais pas de respect aux profs qui me manquent pas de respect. Et c'est-à-dire qu'il y a des profs avec qui aujourd'hui je peux encore les appeler, hein, je pense qu'ils sont encore hyper proches, ils se rappellent très bien qui je suis et j'avais des relations ultra amicales avec eux. Mais genre vraiment, c'était genre les profs qui étaient sympas, en tout cas qui se comportaient bien, même genre limite je jouais aux flics dans la classe, c'est-à-dire que ceux qui faisaient de la merde alors que les profs se donnaient et étaient hyper cool, moi j'allais taper les mecs, tu vois, genre dans la classe. Mais les profs par contre qui nous prenaient de haut, qui nous chiaient dessus, je leur chiais dessus. Mais vraiment ouvertement. Et là pour le coup j'étais le mec qui lui parlait mal dans la classe. Donc j'adaptais en fait. J'adaptais mon comportement aux gens que j'avais en face de moi. Respect, ça a l'air très important pour toi. Ouais, de ouf, mais parce que c'est important de respecter les gens, tu vois. Genre, il y a des fois, on fait pas tout parfait. On peut être aussi mal luné, il peut se passer ce qu'on veut dans la vie. Mais un prof, c'est pas Dieu le Père. Il a pas une autorité suprême sur les gens qu'il a en face de lui, qui sont en plus plus jeunes. Donc, il a un travail d'éducation. Si le prof parle mal aux élèves, qu'ils se plaignent pas qu'on lui parle mal derrière, tu vois. C'est fini l'époque de nos grands-parents ou avant, où les mecs ils avaient la règle et c'était Dieu le Père, peu importe ce qu'il disait, c'était le prof qui avait raison. Bon, il faut faire attention parce que maintenant on est en train vraiment pour le coup De partir un peu en inverse, de partir dans le sens opposé où maintenant le prof il doit s'excuser d'avoir dit tais-toi, donc faut pas non plus tomber dans l'autre extrême et devenir débile. Mais il y a un juste milieu, il y a comme je te dis un respect à avoir et donc si les profs ne respectaient pas, je les respectais pas. Ok. Et après Du pour coup, les l'échec mention très bien, alors ça vient d'où? et l'échec mentionne très bien, ça vient plutôt d'une succession d'échecs et ça vient de mon expérience entrepreneuriale en Suisse où j'avais monté une boîte dans le nettoyage automobile. Donc après mon bachelor, j'ai pas voulu faire de master. Ça me cassait les couilles du coup de remettre encore des thunes pas possibles dans un truc qui allait me servir à rien finalement. J'avais déjà mis 24 000 € dans un bachelor qui, je trouve, m'a servi à rien. En tout cas, factuellement, j'ai aucune compétence à la sortie. Le seul truc que j'ai appris, c'est qu'il fallait s'en sortir par soi-même dans la vie. C'est ce que m'a appris les 24 000 balles qu'ont mis mes parents dans ce bachelor, ce bac plus 3. Donc je me suis dit, je monte une boîte. Pas pour les bonnes raisons, encore une fois. Je suis reparti vivre en Suisse. Mon associé était suisse. On s'était dit, viens, on monte un car wash itinérant écologique parce que. Pourquoi en Suisse en plus? Parce qu'à l'époque, moi, j'étais parti faire mes études à HEC en Suisse. J'ai arrêté en cours de route. C'est là où je vendais des assos. J'avais mon ex qui était suisse, avec qui je suis resté 4 ans. Et j'ai beaucoup aimé la Suisse. Pays, c'est clean, c'est propre, tu gagnes bien ta vie. C'est beau, le lac avec les montagnes et tout derrière. Je trouvais ça apaisant. Et je me suis dit, bon, bah, ma vie, elle est toute tracée. Elle est en Suisse. Je kiffe trop cet endroit. Mon ex, du coup, comme je t'ai dit, était là-bas. Donc, je revenais régulièrement entre Paris et Lausanne. Et mon associé était de Genève, donc, et lui voulait repartir en Suisse, et je dis, bon, bah, moi aussi, bon, bah, viens, on monte un truc, tu vois. Et on a monté ce car wash parce qu'on voulait monter un projet et que ça nécessitait pas beaucoup de thunes, pas des compétences démesurées, tu vois. À l'époque, c'était pas trop encore la mode des boîtes SaaS, ultra tech, etc. Enfin, on est 2015-16, tu vois, genre, ça commence, mais c'est pas l'éclosion comme aujourd'hui, tu vois, c'est pas commun, et en 3 secondes, tu montes pas un site web, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on monte ce truc. On signe quelques beaux noms, des Tesla, des Mercedes, des Volkswagen, c'est cool. Mais l'association est pas dingo.
On n'est pas complémentaires, on n'a pas la même vision, on se complète pas bien. On bifurque quoi rapidement, donc au bout d'un an je rentre, mais entre temps je rencontre un gars là-bas qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui est l'organisateur des Fuck Up Night, donc qui est un événement sur l'échec un peu mondial, mais lui il avait la licence en Suisse. C'est quoi les Fuck Up Nights? Ouais, Fuck Up Night. Ok. En fait le concept c'est gros événement un peu networking où avant il va chercher 3 entrepreneurs qui pitchent pendant 10 minutes chacun un de leurs échecs avec une presse où il n'y a pas le droit d'avoir de l'écrit, juste des photos. Si tu veux avoir des slides éventuellement t'as le droit, mais qu'à des photos. Et t'as 10-15 minutes pour pitcher ton échec. Et il y en a 3 qui passent. Et après, c'est genre, bah, on échange, c'est cool, tu vois, on va parler. Donc tu vois rien du tout, tu racontes juste le moment où tu t'es planté dans ta live. C'est juste de l'événement Okay. où hyper cool, où les gens viennent partager, tu vois, ça. Et donc, je te dis, on est en 2016, donc je me dis, putain, c'est vachement cool. Les gens osent pas parler de leurs échecs à l'époque. C'est toujours succès, succès, succès. Moi, je suis le plus beau, moi, j'ai réussi. Et je trouve ça beau de parler de sa vulnérabilité, de son authenticité. Les gens sont cool. Réginald, c'est un mec génial. Je deviens hyper pote avec lui. Et au moment où j'arrête du coup mon aventure entrepreneuriale et que je rentre en France, je me dis tiens, pourquoi est-ce que je ne reprendrais pas la licence en France? J'ai trop kiffé. Finalement, ça se fait pas parce que la licence était déjà donnée à quelqu'un. Et puis je me dis bah tant mieux parce que l'événementiel, ça me casse les couilles. Donc pourquoi je monterais pas un podcast? Parce qu'en fait ça commence à monter aussi. C'est l'époque de... Moi, j'adorais Nouvelle École comme podcast. C'est le Gross Maker, maintenant, qui n'existe plus, je crois. Mais à l'époque, pareil, ça se lançait. C'était les deux que j'écoutais. J'étais en mode, putain, c'est pas mal, ce truc de podcast et tout. Mais je suis pas plus con qu'un autre. Pourquoi je le ferais pas? Et donc, j'ai lancé le podcast comme ça. Avec comme ambition, je m'en bats la race de faire de l'oseille, parce que je fais ça à côté de mon job. Je veux juste rencontrer des personnes. Je veux leur donner la parole sur un sujet à chaque fois différent, où on reprend un peu tout ce qui est possible en matière d'échec, tu vois. Ça peut être le cancer, ça peut être une peine de cœur, ça peut être foirer sa boîte, ça peut être perdre une jambe, ça peut être perdre un proche, ça peut être le surendettement, ça peut être tout ce qui est possible en réalité. Et le but, c'est de leur donner la parole, sur un format comme on fait là, à l'époque pas filmé. Et c'est 3 quarts d'heure max, discussion, comme si on était en terrasse de café, et on partage. Et voilà. Ah, mais excellent. Et du coup, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué et surtout toi, c'est quoi peut-être l'échec qui t'a le plus marqué dans ta vie? Le truc où vraiment tu te dis, mais encore aujourd'hui, j'ai encore mal, quoi. Bah, l'échec qui m'a le plus marqué, en fait, c'est plus un échec qui dure. Il y en a un qui m'a marqué, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est justement quand je me foire d'HEC après les études, donc j'avais déjà un an de retard. Donc dans ma tête, à l'époque, il y a 12 ans, je me dis putain, je remange un an de retard, fait chier. À ce moment-là, gros décès dans la famille, je me fais retirer mon permis pour alcoolémie, tout ça en 3 jours. Donc je me dis, wow, j'ai 19 ans, mais ma vie c'est de la merde, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est là où je rebondis dans la vente d'ONG là dans la rue. Donc je me dis, putain, en fait, j'ai vécu une période hyper sombre pendant 3 mois, j'ai remis en action, et finalement j'ai rebondi dans ce qui me permet d'être vraiment qui je suis aujourd'hui. Donc quand j'y repense, c'est une période vraiment tumultueuse. Et pareil, mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale, elle a été dure à Genève, j'étais cette fois-ci. À Genève, ouais. Non, mais j'étais d'abord à Lausanne, tu as raison, et après à Genève. Elle a été dure parce que les conditions dans lesquelles j'ai monté la boîte, quand je me remets dedans, encore une fois, merci parce que ça me permet encore une fois d'avoir, je pense, grandi vitesse x10 par rapport à la norme, parce que j'étais donc pas dans mon pays, je vivais chez mon pote, qui est un de mes meilleurs potes à l'époque du coup de promo. On vivait chez lui, dans la maison de sa famille, qui est une super belle baraque dans les beaux quartiers de Genève, mais qui était en plein divorce. Moi, je vivais à la cave, à côté de la bonne. Harry Potter, quoi. Mais gros, genre en fait, Sans la cicatrice. merci à eux de m'héberger, parce qu'en plus, c'était, je payais rien, parce que j'avais pas de thunes, j'avais tout mis dans la boîte. Mais les conditions, sa maman, à l'époque, elle était du coup là, elle vivait une période compliquée, elle nous descendait tous les jours, tu vois, genre, enfin, on en prenait plein la gueule. Moi, j'en prenais plein la gueule, alors que j'étais pas chez moi, loin des proches, loin de tout. Je me sépare de ma meuf à ce moment-là, genre 2 mois après la création de boîte, alors qu'on n'a jamais été si proches, elle à Lausanne, moi à Genève. Donc, si tu veux, ça a été des mois là, où à chaque fois... tu te remets en question, quoi. En fait, tu te dis, mais il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va, et comment ça peut aller demain, tu vois. Et à chaque fois, ça a été une petite action qui en entraînait une autre, etc. Il y a eu une période sombre où je broyais du noir, où je me dis que je suis une merde, ma vie c'est de la merde, c'est de la merde. Et à un moment donné, tu dis, bon, je l'ai assez dit, tu vois. À un moment donné, si je le répète, il va pas avoir une formule magique et quelqu'un qui va faire le taf à ma place. Donc, ok, plan d'action. C'est quoi la première étape? Quel délai je me donne? C'est quoi le timing pour me dire oui ou non si je fais autre chose? Et dès que tu commences à te donner un timing, quand il se passe quelque chose de mal dans ta vie, tu reprends un petit peu d'air. Tu dis, ok, donc là, on est en décembre. Mon délai, c'est juin. J'ai 6 mois. Qu'est-ce que je fais pendant 6 mois?
Et donc avoir, tu vois, une timeline et quelques actions à mettre en place et des objectifs chiffrés, des trucs, et se dire, si j'y arrive pas, ok, je fais autre chose. Et prendre conscience que je peux toujours rebondir, en fait. Je peux toujours utiliser ce qui m'arrive là comme prochaine pierre de mon édifice. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui m'est arrivé là. Ça arrive à tout le monde. Parfois, il y a pire. C'est pour ça que j'ai créé le podcast. C'est que je peux te dire que quand quelqu'un perd son père d'une mort foudroyante et alcoolique pendant 8 ans ou fait de la prison, toi, à côté, quand t'es dans une cave et que t'es pas content parce que ta boîte, t'as perdu 10 000 euros, tu relativises un petit peu, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça que je voulais transmettre comme message avec ce podcast, c'est montrer aux gens que on vit tous des périodes sombres, des périodes de merde, peu importe. Demain, tu perds ton père, ta mère. Il y en a qui ont perdu ça aussi dans des conditions atroces. Et il n'y a pas de compétition victimaire, il n'y a pas de gradation dans la souffrance que je peux, moi, avoir de ce qui m'arrive. Il y a juste une compréhension, une acceptation. Et pour qu'il y ait ça, bah oui, il faut qu'il y ait une prise de recul, il faut qu'il y ait un entourage. Il faut que nous, à un moment donné, on se mette dans les bonnes conditions pour avancer de nouveau et passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui va décanter ça. En fait. Toi, ta méthode pour rebondir, j'ai l'impression c'est le coup de pied au cul, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a que ça, c'est que l'action, il n'y a que la mise en mouvement qui fait qu'une première action va en amener une autre et une autre et une autre. Et en fait, c'est pas en restant le cul vissé sur ta chaise ou à pleurer sur ton canapé que quelqu'un va venir par miracle te sortir de ta merde, en fait. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a un truc que je trouve... moi, avant, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec la faiblesse. Je me disais, mais franchement... t'as pas le droit d'être faible, tu vois, t'as pas le droit d'être faible parce que effectivement il y a des gens qui sont beaucoup plus en galère que toi, parce que j'avais du mal à exprimer mes émotions, parce que tu vois la vulnérabilité c'était un truc de ma famille interdit, parce que j'avais jamais fait de psy, tu vois plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que maintenant je me dis, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté de toute façon au bout d'un moment il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses si tu veux t'en sortir, faut arrêter de se morfondre, il y a plein de gens qui font ça, qui se victimisent, c'est une catastrophe, mais en fait, j'essaie quand même de me dire, accorde-toi un peu d'amour, tu vois. Accorde-toi un peu de pitié. Fais-toi un câlin à toi-même, tu vois. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai commencé par me dire que ma vie, c'était de la merde. Et comme je dis toujours, en fait, face à un échec ou face à une situation de tourmente qui t'arrive, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est je me mets en boule, je chiale, je suis une merde, ma vie, c'est de la merde, il n'y a rien qui va. Deuxième option, bon, je relève la tête, je bombe un peu le torse, j'ai encore une larme qui coule, mais... je vais de l'avant, en fait. Je me remets en mouvement. Et du coup, ça veut dire que t'es pas obligé, t'as le droit de passer par l'étape 1 pour arriver à l'étape 2. On n'est pas tous des guerriers, on n'est pas tous, toujours, vois, en tout cas. Il arrive un truc, moment, c'est pas genre, allez, c'est pas grave, et j'y vais. Non, ça peut durer plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de compétition ou d'échelle de graduation dans la façon de percevoir ça. C'est qu'il y a des gens pour qui le temps du rebond, il va être long. Genre, il y a le décès d'un proche ou planter ta boîte. Il y en a, ça va prendre 1 an et demi. Il y en a, ça va prendre 2 semaines. De toute façon, je veux dire, j'appelle même pas ça, tu vois, un décès. Moi, je crois pas, c'est pas un échec. Un échec, c'est quand t'as fait quelque chose et que t'as raté, tu vois. Moi, je trouve que le décès, c'est, en plus, par exemple, tu vois, je pense qu'il y a quand tu parles d'échec entrepreneurial, il y a plein de leçons. Tu peux toujours tirer une leçon d'un échec entrepreneurial. Moi, par exemple, j'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps, tu vois. Je n'ai pas de leçon à en tirer. Enfin, à part que j'étais content d'avoir travaillé la relation pour pas avoir de regrets. Mais franchement, j'ai pas de leçon, tu vois. Bah, la leçon quand tu perds un proche, souvent, c'est de te rendre compte à quel point, du coup, la vie, elle tient qu'à un fil. Et je pense que ça permet aussi d'en profiter davantage aussi derrière. Je pense qu'il y a toujours une leçon malgré ça. Ce que tu dis, c'est très juste et merci de le souligner, c'est que un décès, c'est pas un échec. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pour ça que je l'ai appelé l'échec mention très bien. Déjà parce que je voulais mettre une petite crotte de nez dans la face du système éducatif. Parce qu'on est tous avec la mention très bien quand on parle d'échec. Il n'y a pas encore une fois de mieux qu'un autre. On est tous égaux à ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le podcast et le livre. Et que c'est pas un échec, mais ce que je voulais montrer, c'est pour ça que je voulais pas partir sur un podcast qui parle que d'échec entrepreneurial. Tu vois, je voulais pas de l'échec professionnel tout le temps. Parce que c'est bon, c'est vu, revu, et Steve Jobs, et Jordan, et Oprah Winfrey, c'est bon, ta gueule, on les connaît. Moi, je voulais parler à des gens du quotidien qu'on connaît pas, et je voulais qu'on aille au-delà de cette sphère pro, parce qu'il nous arrive plein de merde dans le perso, en fait, qui ont un impact sur le pro. Mais tu vois, quand tu vis, encore une fois, un décès, quand tu as un cancer, quand ta femme, elle est malade, quand tu perds une jambe, j'ai pris des trucs exprès gros, mais il nous arrive des trucs plus petits, et pourtant, ça a un impact derrière. Et moi, j'ai voulu lui montrer que on vit ça comme un échec, parce qu'en fait, l'échec, pour moi, il y a 5 grandes étapes, et elles sont exactement similaires au deuil, justement. C'est qu'il y a la phase du déni, il y a les émotions négatives, il y a la phase d'acceptation, il y a la phase de reconstruction et il y a les actions qu'on met en place. Et c'est les 5 étapes par lesquelles on passe, peu importe finalement ce que tu traverses. Donc, l'échec, la perte d'un proche n'est pas un échec, comme à un moment donné, j'ai traité l'homosexualité.
évidemment que c'est pas un échec d'être Ah homosexuel. oui, dans ton podcast, t'as eu quelqu'un dans l'échec qui... et dans le podcast et dans le livre, évidemment que c'est pas un échec d'être homosexuel. En revanche, oui, une forme de deuil par rapport au regard des autres, réussir à accepter son coming out et à le faire dans un environnement hostile, pour moi, c'est une forme c'est une forme de passer ce cap de l'échec, parce que c'est clair. Quand ta famille a envie de te renier ou que personne te parle parce que t'oses enfin juste être qui tu es, c'est dur. Et du coup, des gens qui arrivent à s'en sortir, il faut le mettre en avant. C'est marrant. Toi, c'est quoi ton rapport aux émotions, du coup? T'es assez... justement, t'acceptes les phases où, quand t'as un moment de désillusion, je sais pas, de pleurer, d'être... Guillaume Moubèche, par exemple, il m'a dit, lui, il dit, en France, il déplore le fait que, surtout dans les milieux intellectuels, tu vois, en France, dont sont issus beaucoup d'entrepreneurs aussi, il y a ce côté où l'intellect prime sur tout, et donc du coup, la capacité aussi à être fort, à être digne, à être va être hyper importante, et on va pas les regarder, alors que les Américains, tu vois, finalement, ils sont quelque part un peu plus expansifs, tu vois, ils acceptent plus leurs émotions. Lui il me dit, moi, ça m'arrive, d'ailleurs, quand je fais du sport extrême, des Ironman, etc., je pleure, et je suis très connecté à mon corps, et c'est hyper important, tu vois. Alors, plein de choses qui se croisent là-dedans. Moi, j'ai toujours été hyper sensible, hyper émotif. Donc, je ressens beaucoup, en tout cas, les émotions. J'accepte mes émotions aujourd'hui, même si je travaille dessus perpétuellement pour encore plus me comprendre. Je pleure jamais, mais ça, c'est parce que ça vient plus de trauma un peu de l'enfance. Et moi, je viens pas d'un milieu intellectuel à la base. Moi, ma mère, elle a été assistante de direction toute sa vie. Elle a une famille qui vient du nord de la France, issue des mines. Et de l'autre côté, j'ai mon père avec une famille qui vient purement du bâtiment, immigré d'Italie. Donc, si tu veux, moi, personne n'a fait d'études dans ma famille. Je suis le seul à avoir eu le bac, en tout cas dans ces générations-là. D'ailleurs, t'as pas ton oncle, c'est ton oncle Coluche, non, c'est ça? C'est le cousin de mon grand-père. Cousin de ton grand-père. C'est incroyable. C'est d'autres branches, du coup, mais... Ouais. Ça remonte, en tout cas, surtout 2 générations au-dessus de moi. Ouais. Mais donc, si tu veux, moi, je viens pas d'un milieu intellectuel à la base. C'est plutôt d'un milieu ouvrier complet. Et d'ailleurs, plutôt un transfuse de classe aujourd'hui, là, avec moi, dans ma famille. Même s'il y a eu un côté entrepreneurial, dont on parlera peut-être aussi après du côté de mon père. Mais donc, moi, mes émotions, on les a beaucoup écrasées, justement, parce que quand tu vois, le côté très italien, très macho, très on pleure pas, très entrepreneur, très tu fermes ta gueule, tu vois, genre quand t'as 4 ans on te le dit, tu fermes ta gueule, tu vois, genre bon, bah t'apprends à fermer ta gueule. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à pleurer, j'essaie d'accepter mes émotions, mais oui je suis plutôt assez froid, enfin ma copine me le dit, tu vois, je suis plutôt en mode bulldozer, tu vois, il se passe un truc, je me dis nique, je m'en fous, tu sais, genre je la mets de côté. Switch. Je vais vite comprendre, mais je vais pas m'attarder dessus en fait, tu vois. Je vais pas essayer de dire alors qu'est-ce qui m'arrive là. Oui, alors là je me sens plutôt, je dis oui, c'est bon, j'ai compris, j'avance. Bon, c'est-à-dire que je le comprends pas aussi bien que je le devrais, je pense. Je mets pas assez peut-être le doigt dessus. Mais c'est ce qui me permet, encore une fois, d'avancer assez vite aujourd'hui et de pas me morfondre. Et peut-être que je passe à côté d'autres choses. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui je travaille plus dessus avec Parfois, je trouve que le seul risque par rapport à ça, mon sentiment, c'est que, par exemple, les entrepreneurs que je connais, qui sont très déconnectés de leurs émotions et de leur corps, en tout cas, qui ont tendance à refuser, notamment cette partie de vulnérabilité, de tristesse et tout, de pleurer, c'est que parfois, ça te tombe dessus d'un coup violemment, tu vois. Genre, j'ai un pote, il s'est retrouvé... parce qu'il est comme ça, vachement... non, mais on avance, on y va, tant pis. Et il s'est retrouvé un jour cloué dans son lit, bloqué, son corps lui a dit stop. Tu vois. Et moi, ça m'est arrivé, j'étais choqué il y a 6-8 mois, pareil, bloqué dans mon lit, ça m'était jamais arrivé de ma life. Parce que je suis un peu comme ça, tu vois, à me dire, non, allez, un peu comme toi, pas du tout famille italienne, voilà, mais pareil, sur le rapport aux émotions. Et bien, j'étais choqué de me trouver incapable de bouger, quoi. Je trouve que des fois, ton corps, il peut se rappeler à toi. Totalement. Et toi, ça t'est jamais arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de totalement être bloqué. Je touchais du bois, je suis pas superstitieux, mais non, la dernière fois que j'ai pleuré, tu vois, c'est quand je suis allé gravir le Kilimandjaro avec deux de mes meilleurs potes. Et la montée, ça a été la dernière ascension, parce que du coup, tu montes jusqu'à 5009. Et la dernière ascension, elle se fait de 4006 à 5009 en seulement une nuit, en 6 heures, sachant que tu as déjà 6 jours, 7 jours de montée dans les pattes, avec très peu de sommeil. Et ça a été, je pense, l'une des épreuves physiques les plus dures de toute ma vie, où pendant 5 heures, enfin on est parti à minuit, on arrive à 6 heures du mat là-haut. À partir de 1 heure du mat, je me tape le mal des montagnes. Donc j'ai 5 heures après de marche. On est à 5000 mètres, il faut encore monter. Et là, c'est les 5 heures les plus longues de toute mon existence, où je vomis, c'est dur. C'est horrible le mal des montagnes, ouais. C'était très très dur. Je l'ai pas eu de tout le séjour, sauf là. Et ça a été atroce. Et arrivé en haut,
au moment de redescendre, parce que du coup, c'était juste avant Noël, donc moi, j'arrêtais pas de me dire, j'ai pas le droit de rentrer. J'ai pas le droit de rentrer si je suis pas allé au bout. J'ai pas le droit de rentrer si je suis pas allé au bout. Qu'est-ce que je vais dire à la MIF à Noël quand on va me dire c'était comment? Et chaque pas, c'était ça dans ma tête en boucle. C'était qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire si j'y arrive pas? Qu'est-ce que je vais dire si j'y arrive pas? Et donc je mettais un pas devant l'autre avec ça en boucle. Et arrivé en haut, du coup, quand j'y suis arrivé, au moment de redescendre, pouah, genre, t'as lâché les vannes. j'ai tout lâché, tu sais. Ça faisait, je pense, des années que ça m'était pas arrivé de pleurer. Et ce qui fait beaucoup de bien, c'est juste qu'en fait, j'y arrive pas. Et là, juste avec tout ouvert, et j'étais en mode genre, waouh. Ouais. Et la descente, du coup, ça s'est refait tout seul. Je suis revenu, j'ai repris d'un coup toute mon énergie. C'était lunaire en réalité de voir à quel point j'ai galéré. Et le cerveau, quand tu lui as dit c'est bon, on redescend, d'un coup, j'ai eu toute l'énergie qui est revenue. Genre, je gambadais comme une gazelle. Genre, ça n'avait aucun sens. Ouais, ok, c'est fou. T'as dit un truc quand même qui m'a marqué là. Tu viens de dire que quand tu étais en haut, tu te disais impossible de redescendre sans que sans l'avoir fait, parce que là les autres ils vont se dire pas possible. Tu dirais, parce que et je relis ça aussi au fait que maintenant tu es quand même quelqu'un d'assez populaire sur LinkedIn, on va dire, avec tes vidéos de SAV ou tes vidéos avec le bandana pour faire du cold calling. Donc suivez d'ailleurs Enzo sur LinkedIn si vous ne le faites pas déjà. Et donc c'est avec ton ton en plus décalé qui est très drôle, mais c'est vrai que moi j'ai envie de parler un peu de fame avec toi. Je trouve que c'est un sujet intéressant sur lequel en plus toi t'es bon parce que tu arrives à agréger des communautés autour de toi. C'est quoi ton rapport, déjà pour commencer par ça, c'est quoi ton rapport au regard des autres aujourd'hui? Je m'en détache de plus en plus. Je pense que c'est un truc, tu vois, tout à l'heure quand tu disais la deuxième peur après les serpents, c'est de parler en public. C'est parce qu'en fait, la plus grosse peur des gens, c'est le regard des autres. C'est qu'on se sent constamment, du coup, jugé par autrui. Et on a l'impression d'être vraiment le centre de l'univers en permanence. Alors qu'en fait, on est juste de la merde et tout le monde en a rien à foutre de nous. Ce que j'essaie aussi d'enseigner aux gens quand je fais de la prospection en leur disant t'inquiète pas que dans 2 heures, les gens, ils ont oublié ton existence, hein, même dans 2 minutes. Hein. Donc, arrête de croire que t'es le centre de la Terre. Donc, c'est un travail, je pense, pareil, constant sur le regard des autres. Je le travaille en prenant, moi, beaucoup plus confiance, en ayant de l'expertise sur des sujets, parce qu'en fait... si tu parles d'un sujet que tu maîtrises, normalement, t'as pas trop peur du regard des autres ou tu t'en fous. Donc, j'apprends à me détacher de ça. De plus en plus, et je pense que j'y viens, même si les réseaux sociaux aident pas. Donc maintenant, j'essaie de me détacher aussi de plus en plus des réseaux. Je l'utilise pour moi, développer mon personal branding, communiquer et avoir du business, mais j'essaie de me détacher totalement. T'arrives à ne plus regarder, par exemple, tu sais, j'en parlais avec Mathieu Stéphanie la dernière fois, qui me dit, donc je sais pas s'il m'a bullshité ou pas, hein, Mathieu, mais je t'embrasse Mathieu, mais il m'a dit vraiment que lui aujourd'hui il ne regarde quasiment plus les résultats. Tu vois, est-ce que telle vidéo a fait combien. Enfin, la dernière fois que ça lui est arrivé, c'est son reportage aux États-Unis parce que il s'est remis dans une position où pour lui c'était très nouveau. Ouais. Il a mis beaucoup de cœur et donc là, gros stress. Donc il a dû regarder. Mais de manière générale, il regarde plus les résultats de ses podcasts et même il regarde plus. Il me dit, franchement. Il a rigolé parce que chez moi des fois quand j'ai un commentaire un peu négatif et tout, ça me encore maintenant ça me, tu vois, et lui me dit non franchement je suis passé par des trucs tellement trash, tu parles trop Mathieu, t'es chiant, tu racontes tout le temps ta vie, enfin on en a ras le cul. Et maintenant franchement ça me touche plus, il y aura toujours des gens pas contents. Ouais. Voilà. Toi t'en es où là-dessus? J'ai compris ça il y a pas longtemps. Je pense que j'ai fait un vrai step là sur cette notion de regard des autres et des réseaux sociaux depuis là quelques mois. En réalité, moi j'ai commencé à développer. Alors moi j'ai toujours été sur LinkedIn, réseau social de plus en plus aseptisé où on s'emmerde beaucoup, d'où le fait que j'essaie un peu d'être drôle dessus, mais jamais de commentaires négatifs ou en tout cas jamais de détracteurs, jamais de haters. Tout se passe bien, c'est un peu le monde des bisounours, tu vois, LinkedIn, parce qu'en même temps, tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi, même si parfois j'en vois aussi. Ouais, par rapport à YouTube ou par TikTok rapport à d'autres, ou exactement. Et depuis le mois de juin dernier, j'ai développé beaucoup les autres réseaux, notamment Instagram, où là, je suis passé à 50 000 personnes en très peu de temps. Et donc, j'ai goûté un peu à la haine des réseaux que j'avais jamais eu, tu vois. Et donc, au début, je voulais répondre à tout le monde, tu vois. J'étais en mode, genre, attends, mais c'est quoi ce délire? Moi, je viens d'un truc là où personne me fait chier. Et là, d'un coup, j'ai des détracteurs. Et j'avais pas compris. J'avais pas compris. Comme je faisais beaucoup plus de vues sur un réseau où il y avait beaucoup plus d'anonymes, t'allais prendre des scuds, que tu ramenais aussi des gens qui étaient pas du tout dans ta niche parce qu'on parle de business, tu vois, genre, et que les gens comprennent pas forcément ce que tu fais. Ils font des amalgames. Et j'ai compris que pour 10 commentaires, t'allais avoir 8 débiles, un éventuellement qui va poser une question, qui a vraiment envie d'avoir une réponse, et un qui va te donner de la force. En moyenne, c'est à peu près ça, tu vois. Attends, sur Instagram, t'as 8 détracteurs? Ouais, à peu près. 8? Moi, c'est ce que je me tape à peu près, tu vois, sur les gros posts qui marchent, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah donc c'est 80% de gens qui sont quand même un peu haineux.
Je pense sur Donc l'inverse de LinkedIn, quoi. Ouais, c'est ça. Sur les grosses vidéos qui marchent, en tout cas, c'est ça. Moi, sur les vidéos qui fonctionnent, j'en ai, allez, peut-être que je m'emballe sur 8, mais j'en ai un sur 2. Un sur 2, c'est des gens qui sont... Mais ils mettent quoi, par exemple? C'est quoi le truc dont tu te souviens qui est un peu... Je sais pas, c'est juste, c'est du jugement de dire c'est n'importe quoi, il dit que de la merde, casse-toi avec ton bandana, t'es des trucs un peu comme ça. Et toi, t'es en mode... Moi, j'ai beaucoup d'autodérision, pardon, parce que je pense que là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, je commence à avoir vraiment confiance, même si, comme je te dis, quand je monte sur une scène, j'ai un peu peur, mais parce que c'est du bon track. Mais j'ai le leçon à recevoir de personnes, même si je suis toujours à l'écoute, je prends du recul sur ce que je fais, mais ces gens-là ne m'atteignent pas réellement parce que ma vie, moi, elle est très bien. J'ai un taf où je suis épanoui, j'apporte de la valeur, j'ai beaucoup de reconnaissance, j'ai une copine incroyable, j'ai des gens autour de moi, des amis, ma famille, j'ai un toit, je gagne plus d'argent que j'aurais jamais pensé. Honnêtement, ces gens-là, pour moi, c'est vraiment un grain de sable en réalité. Mais on peut pas aller à l'encontre que ça te pique un peu quand même, tu vois, quand tu vois ça. Et donc, le truc que j'ai compris, c'est qu'au début, je voulais mettre ma cape de chevalier blanc et répondre à tout le monde et parfois être aussi un peu piquant, parce que quand t'es piquant avec moi... Moi, du coup, je voulais répondre. Et en fait, je me suis pris dans une spirale négative, tu vois, où j'étais tout le temps un peu vénère finalement. Alors qu'en fait, je disais que je m'en avais rien à foutre. En fait, c'était pas vrai. Parce qu'au fond, il y en avait, c'était en boucle tout le temps. Ça te mine, moi, je sais pas comment. Donc, ce que j'ai compris maintenant, c'est que je ne parle plus qu'aux gens qui m'adressent en privé, donc en DM. Donc, je réponds 100% aux DM LinkedIn, aux DM Instagram. C'est toujours moi qui réponds. Mais par contre, j'ai pris quelqu'un qui répond aux commentaires. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne regarde plus aucun commentaire sur aucune des plateformes. Je ne gère plus rien au niveau des commentaires. J'ai quelqu'un qui gère ça. Et tu réponds juste aux DM, enfin aux DM de... Exactement. Quand ils sont pas de la prospection, quoi. Ouais, oui, si tu viens de me dire j'ai pensé à ça, je suis un monteur, casse-toi, je réponds pas. Par contre, tu me poses une question vraiment, tu veux de l'info, tu veux que je t'aide, tu veux qu'on bosse ensemble, je réponds tout le temps sans exception. Si j'ai pas le temps d'écrire, je fais un vocal, parfois je fais des vidéos, tu vois, j'essaie aussi d'avoir quand même un lien avec les gens. Je fais l'effort de répondre à tous les messages qui me sont adressés en perso, mais les commentaires, j'y vais plus. Comme ça, je gagne un temps fou. Ah, c'est un bon tip, ça, j'avoue. Et du coup, LinkedIn, le seul truc que je fais maintenant, parce que vraiment Insta, pour en plus les commentaires, on s'en fout un peu. LinkedIn, je me rends compte qu'on s'en fout aussi. Ce que je fais sur LinkedIn maintenant, c'est que j'ai à peu près 25 ou 30 personnes, que ce soit des amis ou des gens que j'aime bien de par leur contenu. Je me donne 1 heure et je clique sur les profils un par un et je vais commenter moi-même cette fois-ci ce qu'ils font. Comme ça, je donne de la force quand même aux gens, parce que tu peux pas espérer avoir de la force des gens si t'en donnes pas aussi en retour. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, je prends le temps de le faire. Néanmoins, sur mes posts à moi, je commande plus. Et je suis détaché aussi des stats. Les seuls stats que je regarde, c'est pour les partenariats que j'ai avec certaines marques où je fais de l'ambassadeur, enfin du sponsoring, on va dire. Donc, je suis un peu les stats avec eux parce que forcément, ils me payent pour que derrière, on ait des résultats. Donc, c'est un peu les seuls trucs que je regarde. Ou quand on fait des conneries comme le SAV, je jette un œil pour me dire, tiens, ça a fait combien parce que on se marre, tu vois. Mais pareil, LinkedIn, l'algorithme, il veut plus rien dire en réalité, même s'il faut pas dire l'algorithme c'est toi. En réalité, là, ça fait 3 mois, 2 mois, c'est n'importe quoi. On est d'accord, le reach, il y a 10 minutes de malade, non? Même pas, t'as des reach. Moi, je fais des trucs, j'ai des trucs à 100 likes, je fais 500 000 vues, alors que j'en avais jamais pu faire ça avant. Ah oui, et j'en ai fait une vidéo. Et j'en ai à 1000, où tu vois, le SAV, j'ai fait 1000 likes, 300 commentaires, j'ai regardé là hier, je fais 60 000 vues. Genre, ça n'a aucun sens. Ah, ça n'a aucun sens. Ouais, donc, en fait, bizarre. ça me donne encore plus envie de dire, de toute façon, du contenu, j'en fais tout le temps. Je le balance. Les gens qui aiment, justement, ils me contactent en privé, ils veulent bosser avec moi, ou ça me servira sur autre chose. Et comme Mathieu, j'en ai rien à branler. Genre, les stats, les trucs. En fait, je pense qu'aussi, c'est plus facile quand tu arrives à un certain niveau de te dire, je m'en bats les couilles des stats. Oui, parce qu'en plus, toi, du coup, en fait, ta jauge de clients, elle est remplie. Donc, moi, j'ai suffisamment de taf. Mais du coup, tu vois, ça m'interroge, c'est que quel est le moteur de continuer quand toi, après on parlera un petit peu du modèle solopreneur, tu te dis, en fait, moi, c'est bon, c'est suffisant, tu vois, t'as déjà les clients que tu veux, t'en refiles même, je crois que ton modèle, tu gagnes pas mal d'argent aussi avec de l'apport d'affaires en envoyant à d'autres coachs. Mm-hmm. Donc, pourquoi continuer, tu vois, presque? Parce qu'en fait, au même titre que ce que je prône d'ailleurs dans mes coachings avec mes clients, la prospection, c'est une autoroute sans sortie. Donc en fait, si tu veux, la création de contenu, pour moi, c'est pareil, c'est une autoroute sans sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des rendez-vous tout le temps, si tu fais pas de création de contenu, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Du mailing, du téléphone, du LinkedIn, les canaux un peu standards, tu vois. Tu vas aller à la pêche. La création de contenu est un canal finalement d'acquisition comme un autre. Donc si j'arrête de créer du contenu et qu'à côté de ça, je fais pas de phoning, je fais pas de mailing, je fais pas de trucs, comment est-ce que je peux espérer avoir suffisamment en roulement de rendez-vous pour me permettre d'être tout le temps plein? Donc moi je préfère, dans tous les cas, créer du contenu, parce qu'en plus ça me fait triper, j'aime bien, puis j'ai tellement de retours où les gens me disent « s'il te plaît continue »,
je vais pas me jeter de fleurs, mais je pense que des messages comme ça, j'en reçois Oui, des c'est comme quand dizaines tu t'es et pitre des devant la dizaines. classe, c'est pareil. C'est incroyable. C'est un kiff de faire marrer les gens. En fait, c'est une reconnaissance de ouf quand les gens bien t'envoient sûr. à chaque fois à dire putain mec, mais grâce à tes tips, aujourd'hui je fais ça, grâce à toi je fais ça, grâce à toi je fais ça. Maintenant mes clients, là je vois depuis quelques mois, je passe encore un cap, notamment je pense grâce à Instagram et TikTok, c'est que là mes clients quand ils arrivent, ils me font mec, tout le monde te regarde dans la boîte. Et quand j'arrive à chaque fois, c'est genre mec, on te voit tout le temps. Et du coup, t'es en mode, limite, t'as une autre mission, tu vois, qui vient. C'est que là, maintenant, ma mission, c'est pas de faire de l'oseille, parce que je le fais déjà. Maintenant, c'est comment je stabilise mon oseille pour travailler ce qu'il faut et pour avoir suffisamment de temps aussi à dégager dans ma vie perso, chose que j'ai toujours négligée, justement, il y a encore un an, et où maintenant, j'ai envie de plus équilibrer ça. Et... Tu vas être jeune, on peut en parler, au pire on coupera, mais tu vas Ouais, être jeune ouais. papa en plus. Donc, Ouais. Papa, dans pas longtemps, je sais pas quand sortira le podcast, mais... il sera pas encore né, j'espère, parce que sinon il sera un peu prématuré, mais... Ouais. Du coup, c'est des trucs comme ça qui viennent et où tu te dis, putain, en fait, il faut que je rééquilibre mon quotidien. bien sûr, C'est bien que sûr. le taf, c'est cool, pas à n'importe quel prix. Et puis justement, quand tu commences à très bien gagner ta vie, c'est quoi le projet d'en vouloir encore plus? À quel prix, justement? C'est quoi les contraintes qui viennent se rajouter? Oui, si je veux aujourd'hui, je pourrais faire encore 2 fois ce que je fais, je pense, en termes de CA. Si je prenais 2 fois plus de coaching, et j'aurais peut-être la bande passante par semaine. Aujourd'hui, tu fais combien de chiffre d'affaires annuel? Aujourd'hui, je fais un peu plus de 500 000 par an. Ouais, c'est incroyable, tout seul, en plus tout seul, Ouais, vraiment solo. Faire solo, quoi. Ouais. Ah non, non, effectivement, pour vivre, comme on dit, je sais plus, je crois qu'on disait que à partir de 80 000 euros par an, tout ce qui est au-dessus n'impacte pas significativement ton bonheur, pour parce ça. que tu es sorti de toute contrainte quand même globalement matérielle. Ouais. Voilà, donc. Une fois qu'après tu as payé donc du coup toutes tes charges, que du coup je fais ça, donc je te dis je fais après 500 000, moi j'ai en grosso modo 20% de charges, en gros entre les bureaux, la création de contenu, les assistants, les trucs, faut compter à peu près 20% de charges. Donc après bah si tu veux tu te verses ton salaire encore derrière. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout l'oseille qui reste? Tu réinvestis dans ta boîte, bien sûr, mais in fine, après, ça devient juste des montages fiscaux pour essayer de pas tout donner à Manu, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu dépenses ton fric, toi? Comment je Et dépense comment tu vois mon l'argent fric? aussi? Bah, l'argent, je vois ça comme un moyen, ça c'est sûr d'être heureux. Je pense que tu le chasses toute ta vie. Moi, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent depuis 2 ans. Depuis que je me suis mis réellement, en fait, finalement, à mon compte, sachant que j'avais commencé à travailler ma communauté et je suis pas arrivé de but en blanc dans ma boîte où il a fallu tout construire de zéro. Je commençais à être un peu visible, j'avais déjà des demandes, j'avais déjà des clients, donc c'était plus facile. Mais en tout cas, j'ai vu l'argent comme un moteur, forcément, comme tout le monde au début, jusqu'à ce que t'en fasses, en fait. Et jusqu'à ce que t'en fais, et que tu es plutôt heureux et que tu vois que bah tu manqueras plus de rien, tu vois, et tes proches aussi, bah, c'est plus le moteur numéro 1, tu vois. Enfin, moi, ça l'a jamais été le 1, ça a toujours été une conséquence. Mais Tu dirais pas, tu vois, Guillaume, il en parle souvent. Lui, il vient aussi d'un milieu modeste et lui, il a vécu plutôt à la goutte d'or. Mais il m'a clairement dit, devenir millionnaire, c'était pour moi le symbole de ma revanche sur la vie. Tu vois, Ouais. de me dire, en fait, je me suis extrait de mon milieu, j'ai pu... Guillaume, il est encore à notre level, je gagne pas, je gagne pas ce que fait Guillaume. Oui, Guillaume, il a gagné des millions déjà, donc c'est sûr. Guillaume, quand t'as 40 bars sur le compte, mais bravo, parce que ce mec-là, franchement, Ouais. c'est une réussite et c'est un exemple. Je dis que c'est un des meilleurs entrepreneurs de la génération 90, je le pense sincèrement. Donc vraiment, bravo de ouf, le G, il est monstrueux. Donc oui, je comprends, revanche sur la vie. En fait, tu l'as pas vécu comme ça, toi? Je sais pas si c'est une revanche. Non, je pense que moi, c'était mon goût de réussite. Juste, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire. Donc, il y a peut-être un lien là-dedans. Et l'argent m'a dépassé, en fait, très rapidement. C'est que moi, j'étais drivé par... Je veux montrer aux gens que je peux être bon, tu vois, que je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur sales coach de France. Je veux le faire avec mes valeurs. Je veux rigoler. Et en fait, j'ai créé tout ce qu'il y a autour de ça où, en fait, moi, je suis dans un cercle hyper vertueux où, quoi que je fasse, je prends du plaisir. Donc, en fait, tu peux pas me niquer. C'est-à-dire que je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais que tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, l'argent vient encore plus facilement après. Parce que chaque projet que j'amène, chaque truc qui vient, si c'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre le prendra. Et donc parce que voilà, tout est maintenant bien en place. Mais l'argent, non, c'est juste un moyen d'être bien, de savoir faire vivre sa famille, d'avoir pas besoin de compter si j'ai envie d'acheter. Là, on est en train de prendre une bagnole en leasing. On peut se prendre ce qui nous fait plaisir, mais pas à n'importe quel prix. J'adore du coup négocier avec les mecs en plus pour essayer de gratter le truc, donc c'est drôle. Mais bête de bagnole du coup maintenant, super baraque. Dans quoi l'argent passe? Dans une maison trop stylée parce que qualité de vie avant tout. Et puis après, des petits restos, finalement, des achats que je peux me faire. J'aime bien les fringues, j'aime bien m'acheter quelques petites fringues de temps en temps.
Et puis après, c'est voyage une ou deux fois par an, des petits week-ends avec les potes, faire plaisir à la daronne et essayer de compenser sa retraite comme je peux, avec justement des montages, des trucs sains pour que elle puisse aussi être bien, parce qu'elle a trimé toute sa vie. Voilà, Tu places fait. un peu, tu t'en places quand même, tu fais un peu Oui, après patrimoine. j'ai une holding au-dessus, donc je reverse à la holding, et puis après j'essaie d'investir. J'ai investi un peu à l'époque en crypto, un peu, j'avais acheté du coup un appart, j'ai des placements un peu sur des ETF, PEA, PER, assurance vie, des trucs où je plaçais déjà depuis un moment, donc j'ai continué à avoir cette routine-là pour prévoir du coup demain. Et après, voilà, est-ce que c'est investir dans la pierre? Je me pose de plus en plus de questions. Ça m'emmerde un peu, finalement, je me rends compte, tu vois, c'est un truc, j'en parle aussi avec ma copine, c'est que quand j'avais pas d'argent, peut-être que si c'est ce qu'on nous vend sur les réseaux, c'est l'objectif, c'était acheter des apparts, faire de l'investissement locatif, tu sais, genre me dire que je vais avoir des revenus passifs. Ouais. Quand je vois là ce que je suis en train de gérer pour mes grands-parents parce que mon grand-père est malheureusement en fin de vie et on est en train de gérer les biens, ce qu'on va payer en droit de succession, etc., ça ne me donne pas du tout envie de gérer des actifs demain pour avoir des pseudo-revenus passifs parce que vu les merdes qu'on a à gérer... Et puis l'immobilier, c'est ce qu'on te vend sur un appart, ça ramène de l'argent. Moi, j'ai acheté un appart et j'ai arrêté direct. Hein. Mes couilles. C'est super galère. Mes couilles, c'est une galère sans nom. Finalement, quand tu veux pas le gérer toi, faut que tu sous-traites par quelqu'un. Du coup, c'est en pas fait, rentable. Toute ta marge, elle est baisée. C'est clair, donc en fait, soit t'es passionné d'immobilier et tu vas gérer ça toi, ou alors t'as un parc qui est tellement gros que tu peux avoir quelqu'un qui le gère et ça tourne tout seul. Soit les gens qui pensent qu'ils vont faire fortune dans l'immobilier. Il n'y a pas d'argent facile dans l'immobilier. C'est fini en fait. C'est fini. Ou alors peut-être qu'il faut se barrer à Dubaï parce que j'en sais rien, je connais pas le marché. Mais depuis 2019, le modèle qui a enrichi les gars qui te vendent des formations maintenant, c'est fini mon gars, c'est dans ton cul. Et puis les mecs qui vendent des formations, ils sont riches grâce aux formations. Mais pourquoi pas grâce à l'immobilier. Mais parce qu'en fait c'est très simple, parce qu'en fait en France c'est une loi qui est passée du coup depuis le 19 qui maintenant t'interdit de t'endetter sur un bien, même si tu le loues en fait. À l'époque tu pouvais te racheter du coup, te remettre un crédit sur le dos. Je te prends un exemple très concret pour expliquer ce que je dis, ce que je l'explique très mal là quand je veux le dire. Quand tu prenais un appart à l'époque, avant 2019, tu prends un appart, ton crédit te coûte 500 balles. Tu mets quelqu'un dedans qui le loue à 500 balles, ton crédit, il s'autofinance. Qu'est-ce que je fais? Je rachète un appart, je refais pareil. Qu'est-ce que je fais? Je rachète un appart, je refais pareil. Je pouvais faire ça à l'infini avant 2019. Depuis 2019, maintenant du coup, dans ton endettement, il compte, quoi qu'il arrive, que tu es un locataire ou pas dedans. Pour les prêts à la banque, donc maintenant, il compte l'endettement total, bien sûr. Ouais. Maintenant, c'est fini. Ouais, sauf les mecs qui ont déjà 10, 15, 20 ans de passif. Bien sûr, là, du coup, si t'as un patrimoine colossal, bien ouais. sûr. Mais ceux qui veulent se lancer en pensant qu'ils peuvent faire ça, bien sûr. Après, sinon, il faut faire des montages, il faut pouvoir avoir des holdings, des SCI. Souvent, se mettre à plusieurs. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est entre frères, sœurs, entre meilleurs potes. On va monter une SCI, on va racheter des immeubles, des trucs. Quand tu minimises les risques, c'est que t'es à plusieurs et que finalement aussi, c'est un projet peut-être de potes ou un peu drôle. Ça, pourquoi pas, tu vois. Mais les gens qui pensent faire fortune dans l'IMO, faire des revenus passifs, je suis tellement d'accord. Frérot, la galère que c'est. À c'est. la limite, moi, j'ai trouvé une petite martingale, c'est les SCPI. Tu sais, c'est la pierre papier. Et d'ailleurs, tu peux faire du levier. Oui. Et là, alors par contre, tu empruntes plus élevé que si tu empruntais pour de l'immobilier. Et tu peux emprunter un peu moins. Voilà. Donc, mais globalement, c'est pas là où tu vas faire des cash flow monstrueux. Non. Mais tu vois, t'as rien à gérer. Et moi, je veux faire ça, tu vois. Là, j'en ai déjà pas mal en assurance vie. Là, je pense que je vais m'en prendre en direct et faire du levier avec la banque parce que les taux sont en train de baisser. Mais je sais en quoi je m'engage. Qu'au moins, je me dis, c'est pas une galère à gérer, quoi. T'as pas un locataire, t'as pas un problème de copro, t'as pas un truc, tu vois. Bref. Et du coup, toi, ce sur quoi je voulais revenir, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu dis, au fond, donc là, je fais 500 000 euros par an. Et c'est ça que je trouvais toujours curieux dans le modèle solopreneur, c'est que quelque part, tu disais tout à l'heure, c'est une autoroute sans fin sur le contenu, mais le modèle solopreneur, quelque part, à la fin, t'es limité toi par ton temps, tu vois, donc tu t'arrêtes. Ouais. Et ça veut dire que tu arrives à être satisfait de ce que tu as. Très bonne question. C'est une très bonne question. C'est ce sur quoi j'arrête pas de travailler du coup là depuis maintenant quelques mois, parce que du coup ça allait très vite sur le fait que je gagne ces montants-là. Oui, t'es limité sur ton temps, hormis si t'arrêtes pas d'augmenter du coup tes prix. Donc après, c'est un truc. Enfin, faut être déjà au fait de quel est ton objectif au départ. Moi, je sais que depuis le départ, je ne veux pas. À chaque fois que je parle à des gens, c'est comment tu scales. Comment tu scales. Tu peux pas scale. Tu peux pas scale. ce mot scale, tu peux pas scale. Ta gueule. J'en ai rien à foutre de scale. Il est en train de se transformer en Jérôme Niel en direct. Pas scale. Je te jure, tu sais, je m'en fous de scale. Je suis pas une start-up, je vends pas un SaaS, tu vois. Genre, moi, je vends mon temps homme. Les gens aussi m'achètent principalement pour moi. Je fais du coaching, c'est de l'humain. Genre, et j'ai pas envie de monter une agence, j'ai pas envie de devenir coach de coach, tu vois. Peut-être, en tout cas, peut-être demain, oui. Peut-être que j'en aurai vraiment marre dans 5 ans. Je deviendrai peut-être coach de coach. Là, actuellement, pas du tout.
Donc, c'est sûr que je suis limité avec mon propre temps. Mes seuls leviers de croissance, c'est trouver quelques personnes, quand les gens veulent bien aussi que ce soit pas moi, et leur redonner en prenant un cut, qui finalement revient à une agence, sauf que j'ai pas de coup de structure, j'ai pas tous ces bordels, et je m'entoure de gens qui sont aussi à leur compte, qui sont très très bons, qui font bien le taf, en qui j'ai confiance, et c'est plus simple pour tout le monde. Ouais, alors parenthèse, je t'arrête, c'est que effectivement, quand même, modèle solopreneur, faut pas oublier qu'il y a toi et ta petite personne qui fait les coachings, etc. Mais tu as aussi quand même plusieurs freelances qui bossent pour toi. T'en as combien d'ailleurs? Une, officiellement. En fait, j'ai que mon assistante admin. Ton assistante admin mais non, mais par exemple, tu m'as dit, t'as quelqu'un qui fait les commentaires, c'est qui ça? Elle. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est ma cousine. Je fais bosser la famille, tu vois, en plus. Ok. Ah donc, donc, mais je lui mets à disposition des outils pour qu'elle puisse du coup bien le faire, tu vois. C'est qu'en fait, je lui facilite la vie. Ouais, bien sûr. Pour qu'elle puisse le faire elle. Après, j'ai freelance, si, bien sûr, en création de contenu, dans le sens où j'ai une agence où je fais du coup certaines vidéos, etc. Et mes monteurs aussi vidéo qui viennent avec moi sur le terrain. Et voilà. Et les freelances, et comptable, et les freelances aussi, enfin les partenaires à qui t'envoient des clients quand toi ton portefeuille est plein et qui te font de l'apport d'affaires. Ça, c'est de l'apport d'affaires. Donc, c'est ça ce que je disais, c'est qu'en fait, la façon de scale, c'est juste de faire de l'apport d'affaires sur d'autres relais pour quand même prendre un cut et minimiser finalement, moi, la gestion humaine, tu vois. En fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas envie de manager aujourd'hui. Je suis parti seul dans mon coin. C'est pas pour me taper à manager des gens et être tout le temps derrière leur dos. Et on me dit pourquoi tu prends pas un alternant? Mais parce que le temps que je le forme, le temps qu'il va être là chez moi et que je fasse un truc, ça m'emmerde en fait. J'ai pas envie, tu vois. T'as déjà managé dans ta vie ou jamais? J'ai managé quand j'étais du coup chez WeHelp un petit peu et après j'étais surtout en transverse et ça m'a vite gonflé en fait. Après, peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions. Peut-être qu'aujourd'hui, si je manageais des gens qui étaient vraiment investis dans un truc, tu vois, je dis pas que ceux où j'étais avant n'étaient pas investis, mais moi, je trouvais qu'en tout cas, sur ce que je voulais faire, le rendu était pas là et que les gens avaient toujours la flemme et que moi, j'ai toujours dit, je suis pas une nounou, tu vois. Je suis pas ta daronne, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais du coaching aujourd'hui. C'est que je te conseille de faire un truc, je vais te le dire une fois, deux fois, tu le fais pas, nique ta race, tu vois, tant pis pour toi, en fait. C'est pas moi qui vais te prendre par la main tous les jours et te dire, allez, faut le faire. À un moment donné, tu te responsabilises. Ah, c'est marrant parce que c'est drôle que tu fais. Justement, j'allais te poser la question parce qu'en effet, le fait de faire du coaching, certains pourraient te rétorquer quand même, il y a un accompagnement, il faut expliquer à des gens moins bons que toi comment faire, etc. Et quand tu fais, alors je suis d'accord avec toi, mais par exemple, j'ai toujours eu un modèle où tous mes managers, toutes mes équipes, ça a toujours été des gens plus jeunes. Alors j'ai que 32 ans, tu vois, mais quand même des gens plutôt là, tu vois, Pierre et Jeanne, ils ont 25-26 ans quand j'ai commencé avec eux. Ça prend du temps de les former. Bien sûr. Par contre, après, il y a un tel kiff et un tel apport de valeur que je trouve complet. Même si je détestais manager, tu vois, ça a transformé ma croyance. C'est aussi, faut arriver à s'entourer bien choisir les critères qui t'entourent. Mais tout dépend de tes actions. C'est que moi, au final, aujourd'hui, ce que j'ai besoin de faire dans mon business, c'est qu'aussi, je pense que c'est propre à certains types de solopreneurs. Peut-être, ça dépend du coup ce que tu vends ou autre. Moi, vu que je vends mon temps sur de la prestation intellectuelle, j'ai pas besoin d'avoir des gens à manager, en fait. Et moi, du coup, ça m'arrange, littéralement. Donc, pas envie de grossir, j'arrête pas de le dire, je serai pas une agence. Et j'ai pas pour ambition d'être énorme. Donc moi, je sais que mon temps est capé, ça c'est sûr. Et je suis plutôt là en train d'essayer de travailler sur, ok, aujourd'hui du coup, je fais entre 50 et on va dire 60 000 euros donc par mois, entre mes coachings et de l'influence, etc. Bon, combien je suis prêt à couper? En ce moment, c'est ça, tu vois, ma question, c'est combien je suis prêt à perdre par mois? Je m'en fous de plus faire autant, mais à combien vraiment je suis heureux? Si ça me libère du temps, tu vois. Et peut-être qu'en fait, je vais peut-être créer autre chose qui fait que ça va peut-être plus ou moins compenser ce temps-là. Typiquement, là, je suis en train de réfléchir pour développer une partie de formation en ligne très pragmatique, ça on pourra en parler aussi, mais j'ai jamais voulu aller sur la formation en ligne depuis un moment, parce que je trouve qu'elle a été pervertie avec beaucoup de pseudo, même pas dire des gourous, mais des arnaqueurs, tu vois, en tout genre, où il y a une image hyper négative des formations en ligne, clairement aujourd'hui, et que plus de 80% des gens vont jamais au bout. Donc moi, ça m'a un peu démotivé en mode genre, bon, je sais pas si ça vaut le coup que je me fasse chier à faire une formation en ligne, mais maintenant que j'ai une certaine légitimité sur mon secteur, peut-être que c'est le moment. Donc j'y suis allé avec beaucoup, un peu reculons, mais je commence à y venir, et peut-être que du coup ça va me permettre de couper une journée par semaine de coaching et de compenser mes revenus comme ça. Donc je réfléchis aussi de cette manière-là, tu vois. Et donc toi, en tout cas, ton but principal aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Ouais, mon but aujourd'hui, c'est de... Si demain, je me rends compte qu'en faisant 300 000 par an, en bossant un jour par semaine, je parle de coaching, allez, on va dire 2 du coup en tout, peut-être pour faire les rendez-vous et tout. Si je bosse 2 jours par semaine et que je gagne 300 000 euros par an, qu'est-ce que je vais me faire chier? Mais tu pourrais continuer comme ça, je sais pas, 10 ans? Moi, en fait, je suis passionné par ce que je fais. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, tu vois, genre...
c'est drôle parce que là, tu vois, je prends toujours un mois de vacances à Noël. Pour couper, j'en ai plein le cul de la fin d'année et tout, j'ai besoin de me ressourcer. Et du coup, la reprise, j'angoisse. C'est parce que ça fait un mois de stop. Parce que moi, quand je coupe. Genre, il n'y a rien, tu vois. Je coupe. Et la semaine de reprise, je suis en mode genre, waouh, syndrome de l'imposteur fois 1000. Genre, putain, faut que je reprenne. Putain, attends, et si j'y arrive pas? Putain, attends, et si ça de la merde? Si j'ai oublié comment coacher des gens. Si j'ai oublié, je te jure. Pour faire du cold calling. Je te jure, je me dis, putain, et si j'ai oublié, si je sais plus faire? Je fais 2 coachings, mec, là, ça fait 2 semaines que j'ai repris. Et tout revient en fait naturellement en fait. Et en fait j'aime tellement ça, genre moi passer une journée ou une demi-journée avec des gens, les accompagner, leur démontrer des trucs, voir dans leurs yeux le waouh putain j'avais pas vu ça comme ça. Ça mec j'en ai des frissons de te le dire en fait. Et ça moi ça m'anime de ouf. Donc aller sur une scène, parler à des gens, faire tu vois devant on m'appelle sur des séminaires, des conférences, parler du coup de ce que je sais, transmettre ça avec passion, avec humour, voir les réactions des gens. Mec, moi, ça m'anime, je sais pas pour combien de temps encore. En fait, ça me fait trop triper. En fait, toi, c'est vrai que finalement, c'est un peu le modèle artiste, tu vois, mais dans le business. Ouais, totalement. Parce que finalement, les artistes, quand ils pensent, souvent, c'est des businessmen aussi, parce qu'ils gagnent plein d'argent en faisant des interventions privées pour des grands groupes qui vont les payer pour Gad Elmaleh, pour qu'ils viennent sur scène, machin. Ils ont plein de business à côté. Mais ce qui les nourrit, ça reste monter sur scène, faire leurs blagues, faire un film, faire des projets créatifs. Enfin, en gros, exercer leur créativité, exercer leur capacité à embarquer des gens. Donc en fait, c'est finalement le modèle solopreneur, c'est un peu le modèle artiste, quoi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, quoi qu'il arrive, je suis tellement heureux quand je disais tout à l'heure, je te nique, c'est qu'en fait, je suis tellement heureux qu'il n'y a rien qui va à l'encontre, tu vois, de mon plaisir, en fait. Jérôme Niel revient. chaque action que je fais, tu vois, genre quand je monte sur une scène de 200 personnes dans une entreprise, quand je vais coacher 6 personnes ou quand on prend une journée de tournage pour tourner le SAV, je prends un plaisir pas possible. Et quand ça sort, je suis derrière mon ordi, je suis trop content. Tu sais, je suis content de proposer ça, tu vois ce que je veux dire. Et puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Comme dit Alexandre Astier, moi ça m'appartient plus. Mais je l'aurais fait, j'ai kiffé, tu vois. Et j'aurais donné 100% de moi. Mais t'aurais peur de t'associer aujourd'hui si tu voulais à un moment donné tu vas progresser? Un peu parce que du coup j'en garde pas un bon souvenir de l'association. Quand à l'époque je suis allé un peu tête bêche à 22 ans, on s'était mis à on a fait toutes les erreurs possibles d'entrepreneuriat. C'est 22 ans, t'as jamais monté, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Vous êtes associé à 50. Non, mais c'était ric-rac, tu vois. Je pense que ça aurait pu mal finir et on est parti justement en bon terme pour toujours continuer à s'apprécier et on se voit plus parce que ça fait longtemps et Paris-Genève on n'y est pas retourné l'un à l'autre, mais je le vois, je le prends dans mes bras trop content, tu vois, genre je pense qu'on n'a pas cassé un truc à vie, tu vois, on se voit plus mais il y a rien qui est cassé, tu vois, enfin en tout cas pas de mon côté. Je serais le plus heureux de la terre de le revoir, ça me ferait plaisir de ouf. On s'écrit toujours pour les anniversaires, les trucs, on se dit toujours qu'on doit se voir, on se voit jamais, mais en tout cas on se le dit, tu vois. Et donc l'association me fait un peu peur. C'est pour ça que avec mon frère Moustache là, Philippe, du coup que j'embarque beaucoup dans les coachings, que je mets en avant avec moi justement pour aussi pouvoir lui faire dépasser facilement et parce que on adore coacher ensemble, on est hyper complémentaires, on prend un plaisir pas possible. On s'associe mais de cœur. Il a sa boîte, j'ai la mienne. Et donc du coup moi justement je lui fais de l'apport d'affaires et on s'entend sur un truc parce que demain Philippe pète un câble ou moi d'ailleurs. Hein, je veux partir de la France, je veux plus faire ça. Fait chier, tu vois. Alors que là, on se doit rien entre guillemets. Chacun fait son business, chacun le développe comme il veut, et il y a des moments où on se retrouve et on kiffe. Et on kiffe de ouf. Tu vois, cette semaine, on était à Toulouse, chez Century 21, enfin plus bas que Toulouse, à Saint-Gaudens, dans le sud. Et près de Luchon. Trajet de ouf, mais on a rigolé du coup pendant le trajet, pendant tout, et on a été coachés, et on n'a pas la sensation de travailler. Et les gens à la fin, ils nous disent, mais c'était trop stylé, merci d'être venu. Mec, c'est la plus belle récompense. En fait, ça te nourrit et tu te dis, j'en veux encore. Je veux encore aller voir des gens. Je veux encore leur donner ça. Je veux encore, moi, égoïstement, recevoir ça. Mais je veux aussi que eux, ils prennent du plaisir, tu vois. Ah non, c'est marrant, mais parce que, ouais, mais en effet, tu as raison sur le fait que le fait d'avoir ça, ta chasse gardée, entre guillemets, ta boîte, lui, il a sa boîte, et donc du coup, faites des choses ensemble. Et le modèle solopreneur, c'est effectivement ça, c'est-à-dire un peu, chacun fait son existence et on ne se met pas les contraintes de devoir avancer ensemble. C'est-à-dire que si on s'arrête, c'est un salarié, donc il faut le licencier, il faut faire une rupture conventionnelle, faut machin. C'est un partenaire, c'est un partenaire en equity, donc du coup, il faut faire des contrats, potentiellement. Donc ça, c'est sûr que c'est simple, ça me semble simple, et en même temps, je trouve que tu peux potentiellement déjà te priver d'une forme de soutien, tu vois, affectif, dans les moments durs, tu vois, quand t'as un associé où ça se passe super bien, il y a ces plein d'entrepreneurs, ils sont ravis parce que juste dans les moments difficiles, il y a un relais qui se fait, tu vois. Aussi, toi, si pour le coup, tu peux te dire que toi, il y a un problème, tu as une galère dans ta boîte,
ton chiffre d'affaires, je le souhaite évidemment pas, mais tu as une grosse tuile, ton chiffre il parle de 500 à 0, tu vois. T'as personne pour te relier, tu vois, il y a personne pour te filer un je pense que complément de salaire ou quoi, tu vois. Non, après ce que j'ai réussi du coup à créer justement avec Philippe et avec un ou deux autres coachs, pour moi c'est un peu la même chose que tu dis là. Demain j'ai une galère, je vais voir Philippe, il me file un coup de main, tu vois. Demain je vais voir ma pote Vanessa, c'est pareil, tu vois, genre parce que finalement chacun a sa boîte, on n'est pas juridiquement liés. On était malade par exemple. Ouais, je suis malade, bah tu vois, j'envoie tout en apport d'affaires. Finalement je vais prendre moins que ce que j'aurais pris, mais je vais prendre mon cut quand même dessus. Tu vois, donc je suis malade, je peux pas me déplacer, je trouverai un moyen, en fait, quoi qu'il arrive, tu vois. Je trouverai un moyen de faire autre chose, et c'est pour ça que j'ai pas tous mes œufs dans le même panier, j'ai pas qu'une rentrée d'argent sur du coaching pur. J'ai aussi du coup de l'influence, ou j'ai de l'apport d'affaires, ou j'ai d'autres trucs qui fait que demain, si j'ai une couille, je vais peut-être gagner moins, mais je vais pas tout perdre. Donc c'est aussi le but. Et après, je pense que ça c'est hyper adapté peut-être à là mon modèle en soloprenariat et de coaching. C'est sûr que demain, je vais monter une autre boîte un peu plus grosse. Bah, c'est sûr que je suis obligé de m'associer. Mais c'est encore une fois, tout est une question de timing dans la vie et d'objectifs et d'ambition. Et ça ne veut pas dire que demain, j'aurais pas envie de m'associer avec quelqu'un ou de monter un autre projet, peut-être de monter justement une boîte tech ou un truc. Il faut juste voir à quel moment on en est dans sa vie. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, dans la mienne, ce que je veux, c'est du temps. C'est pas gagner plus d'argent. Parce que j'en gagne déjà suffisamment. Et que je suis pas en quête non plus de... je veux pas être Steve Jobs, moi, tu vois. Je m'en fous. J'ai pas besoin de monter la future licorne de France. Je gagne bien ma vie. Je sais que je suis hyper utile à mes clients, puisqu'ils me reprennent aussi souvent ou qu'ils me recommandent ou que j'en ai tout le temps. Donc, ça me suffit. Tu vois, je réponds déjà à beaucoup de besoins de beaucoup de boîtes différentes. Pourquoi tu montes une licorne, toi, demain? Non, bah, moi, j'aurais pas envie non plus de faire une licorne, donc je comprends très bien, mais c'est vrai que. Non, en fait, je m'interroge juste, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur cette. Tu sais, il y a quand même le combat sur LinkedIn entre les entrepreneurs et les solopreneurs. Tu vois, il y en a les uns qui disent dans mes décors, les petits cons depuis Dubaï qui pensent gagner le SMIC LinkedIn à 10 000 € par mois. Toi, t'as pas d'emmerde, de la et moi, vente j'en de ai plein. formation. Voilà. Moi, j'ai plein d'emmerdes. Je recrute déjà, je m'embête à recruter des gens en CDI, ça me prend un temps de dingue, il faut que je manage, c'est chiant, je dois payer l'URSSAF, c'est très compliqué, etc. Tu l'as choisi. Par contre, effectivement, en termes d'impact, c'est plus gros, quoi, parce que nécessairement, ils ont parfois des centaines de salariés, voilà. Donc, encore que c'est vrai que c'est contestable, parce que bien que toi, je dois avoir plus d'impact sur les d'impact autres. qu'une agence qui fait du coaching. Ouais, et puis en termes de visibilité, tu as effectivement beaucoup plus d'impact, c'est sûr. Donc c'est possible. Mais c'est marrant. Mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a ce duel, mais c'est pas pareil. Hein. C'est une forme d'entrepreneuriat parce que tu as aussi des contraintes, tu as aussi des risques et c'est hyper compliqué. Comme tu l'as dit, tu es tout seul en solopreneur. Mais tu crois pas Si que demain, l'impact, t'as une évidemment, il couille- est lié au CA, tu vois, quand même. Bah oui, je pense que tu es plafonné ou tout dépend après comment tu vends. C'est aussi Que à le toi Enzo d'être, Colucci, même si tu vois, pour moi, c'est pas pareil. Le fait que tu te concentres sur ta marque Mhm. et que du coup, tu crées un système où, tu vois, j'en sais rien, je pense à Tony Robbins ou David Laroche, que je connais bien, David Laroche, Tony Robbins non, évidemment, mais. Je te souhaite de le connaître. Ouais, c'est clair, il est incroyable ce gars. Mais tu sais que eux, ils passent leur vie à faire là où ils sont le meilleur, c'est-à-dire création de contenu, Mhm. coaching en live, coaching de salles entières de personnes et tout. Mais ils ont tout un système derrière avec des gens qui bossent pour eux, Ouais. pour vendre leurs différents produits, etc. etc. Et du coup, je me dis, et ils font des millions, tu vois, enfin, Tori Robbins, c'est plutôt des centaines de millions d'ailleurs. Ouf. Et je me dis, mais tu vois, le Enzo Colucci. Là, en fait, j'ai bien compris. Hein, ce que tu me dis, c'est que toi, aujourd'hui, dans ta life, en plus, tu vas avoir un petit bébé, etc. Donc, j'imagine ton cut, enfin, ton game, c'est de gagner du temps. Je comprends très, très bien. Mhm. Mais le Enzo Colucci, dans 5 ans ou 10 ans, je serais presque prêt à prendre le pari qu'il ne fait pas 500 000, il fait plutôt 5 millions. Peut-être. Parce que, en fait, tu as cassé le truc de la peur de t'associer et que tu as créé un Ouais. système où toi, tu te concentres sur le bon, mais tu as aussi des gens qui t'accompagnent. Tu vois. Peut-être en fait, j'aimerais bien savoir du coup ce qui motive les gens, alors pas David Laroche ou Tony Robbins, mais quand on parle du coup d'entrepreneurs ou de mecs qui montent des boîtes, c'est quoi réellement leur why? C'est qu'à la fin ils veulent faire un exit. Non, Ah, la plupart des gens, derrière, quand tu montes une boîte comme ça, t'as envie de te faire acheter, t'as envie d'une IPO, t'as envie d'un fat truc et t'as envie de te mettre des millions dans la poche. Donc tu le fais aussi parce que t'as une part de marché énorme à prendre et que tu vas faire de l'oseille. Parce que finalement, ces mecs-là, tous les jours, ils sont, et je leur souhaite aussi, attention, faire un exit, c'est aussi être passionné par le taf, la boîte que tu crées. Mais combien ils gagnent ces mecs, in fine? non, mais en fait, pour moi, je suis partiellement d'accord avec toi. C'est-à-dire que il y a eu un peu ce truc dans la Startup Nation de licorne, de levée de fonds, alors que moi, du coup, je déplore un peu, qui est de dire tu as réussi ta boîte quand tu as fait ton exit, tu as réussi ta boîte quand tu as levé 2, 3, 10 millions.
tu as fait ta série A, ta série B, ta série C. Et du coup, effectivement, où derrière, l'idée, c'est que tu réussis parce que tu as fait cette espèce d'énorme rentrée de cash une fois que tu as vendu l'entreprise. Je côtoie, moi, pour le coup, des entrepreneurs et je pense que c'est la grande majorité des PME en France qui font d'abord leur boîte pour nourrir leurs enfants, pour créer une vision du monde, ce qui leur appartient, tu vois, parce que, en fait, tu vois, je sais pas, j'en ai un, il adore Joseph de Doumer, tu vois, il fait du BTP. Lui, sa passion, c'est de réfléchir à l'organisation. Il veut être innovant dans sa façon d'organiser. Donc, il fait plein de filiales autonomes avec maximum 50 collaborateurs dans des verticales de plomberie, de chauffagerie, de ce que tu veux. Et lui, sa passion, c'est d'arriver à réfléchir au système pour que chacun se sente reconnu. Parce qu'il a bossé dans des gros groupes immobiliers où, en fait, t'es un espèce de maillon de la chaîne, tu sers à rien. Et il adore faire ça, tu vois. Wilfried de Superprof, en fait, il veut construire la meilleure boîte du monde, tu vois. C'est son kiff, conquérir le monde de l'éducation. Et il veut pas la vendre, parce qu'en fait, donc tu vois, tu peux aussi faire un truc énorme et en même temps avoir un why qui est pas juste de vendre, quoi. Ouais, totalement. Ouais, totalement. Je suis d'accord aussi. Voilà. Je suis d'accord aussi. Non, clairement. Ouais, okay. C'est pour ça qu'on en revient toujours, on empêche à cette notion d'argent, c'est que dès que tu arrives à la mettre de côté, bah en fait tout change littéralement. Mais après ça dépend où tu veux aller demain. Là tu vois, quand tu me dis demain tu vas faire quoi, demain je ferai 5 millions, pourquoi faire alors que je kiffe peut-être déjà suffisamment. Moi aujourd'hui mon leitmotiv c'est le plaisir, tu vois, c'est le plaisir que je prends. Si demain j'en prends pas, si j'en prends en étant demain le Tony Robbins sales en France, en fait ce serait une conséquence que je fasse 5 millions. Pour moi, l'argent, c'est toujours une conséquence, en fait. J'ai toujours vu comme ça, et aujourd'hui, si je gagne de l'argent, c'est grâce à ça. C'est parce que je me suis pas focus sur combien je fais rentrer tous les mois. Et qu'à un moment donné, j'ai regardé, j'ai fait, oh putain, il y en a beaucoup qui rentrent, en fait. Je m'étais pas rendu compte. Donc, monter une boîte demain, peut-être, dans quoi, je sais pas. Prendre des gens comme Robbins ou Laroche, peut-être, parce que demain, j'irai peut-être sur un segment B2C. J'en sais rien, tu vois. Parce que eux, en fait, ils font du B2C, c'est pour ça qu'ils font autant de pognon. C'est qu'ils s'adressent à toi, tu as plein de moyens de faire du B2C aussi. Oui, bien sûr, oui, je peux. Ça m'emmerde un peu plus, je pense. Le B2C m'emmerde un petit peu plus. Le B2B, je préfère. Mais c'est qui le modèle de solopreneur qui t'inspire, toi, aujourd'hui, là, dans ceux qui nous entourent Je suis nul, je sais pas trop regarder. C'est qui le modèle de solopreneur? Enfin, tu vois, les solopreneurs que tu kiffes, quoi. Bah, les solopreneurs qui sont impressionnants, c'est Caroline Mignot, Caroline Jurado, c'est Nina Ramen, si elle est toujours solo, même si maintenant elle passe aussi entrepreneur. Ouais, Ruben Tayeb, Ruben il est monstrueux, vraiment ce qu'il arrive à faire, créer des offres en 2-2, avoir de la récurrence. Lui aussi il arrive à concilier, tu vois, beaucoup de rentrées d'argent et temps. Ruben est très fort. Qui est-ce qu'on a d'autre? Kevin Dufresne, il est quand même chaud aussi. Il est parti à Lisbonne, il a bien raison d'ailleurs. Mais il est quand même très très chaud aussi dans ce qu'il fait en termes de rentrée. Thibault Louis, il a l'air d'être très heureux. Ouais, Thibault. Je pense qu'il fait beaucoup moins que ce qu'on croit, Thibault. Ah ouais? Ouais. Impressionnant aussi, attention, parce que en plus un des premiers à exploser aussi sur LinkedIn et copywriter de génie. Et il est très très doué, mais je pense qu'il fait beaucoup moins que tous ceux que je t'ai cités avant. Qui est-ce qu'on a d'autres en solopreneur comme ça? Bon, c'est un peu le top 5 là que j'ai comme ça. Les trois nanas que je t'ai cités, plus Ruben, Kevin, Chris Colli aussi. Oui, le mec des développeurs. Ouais, qui est sur le dev, lui, du coup, il fait beaucoup de cash aussi. Il est impressionnant. Chris, c'est très solide, du coup, ce qu'il fait. Ouais, voilà, 3 mecs, 3 meufs, voilà, okay. Comme ça, la parité. Tu vois. Ouais, bien joué, tu vois, t'en avais finalement. Mais non, mais en tout cas, je trouve ça fascinant. J'aime bien. En fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est. J'ai l'impression de être face à un sage, en fait. Il me dit, en fait, j'ai pas. Le bonheur vient d'apprécier ce que j'ai déjà, quoi. Bah, j'essaie de travailler là-dessus, en fait, beaucoup. Hein. J'ai toujours été un hyperactif, une sorte de chien fou qui courait après tout en même temps. Et quand j'ai monté ma boîte, c'est là où, quand tu dis sage, ça me fait penser, je me dis, tiens, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de méditation et tout, et j'ai toujours été en quête de sagesse, en tout cas, tu vois. J'ai toujours essayé d'être hyper mature dans ma vision des choses, d'être réfléchi, même si parfois je fais des trucs spontanément, il y a quand même une réflexion derrière, et
moi, j'essaie toujours de tout optimiser. Quand tu parlais du coup de ton gars là dans le BTP, ses structures, ses trucs, en fait, moi, je cherche à optimiser tout mon quotidien. Chaque action que je fais, mon agenda n'est qu'optimisation en permanence de mon temps, de à quoi comment je mets ma contribution, avec qui, quand j'ai des rentrées d'argent, comment j'optimise ça, tout en fait, tout est optimisation pour moi. Parfois, c'est même angoissant. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est assez angoissant tout le temps, mais ça me permet aussi d'être en réussite sur plein d'aspects. Donc, je comprends que maintenant, j'arrive à un stade où ouais, faut voir les choses différemment. Enfin, je pense que depuis que je suis en couple, en fait, ça m'a ouvert les yeux aussi. C'est qu'avant, quand t'es seul, quand tu réussis bien ta vie, bon, bah voilà, en fait, t'as un d'autre à penser que les sorties, les potes, et t'as fait. Puis là, tu te rends compte que bon, il y a peut-être un truc beaucoup plus grand que toi, là, qui arrive, et il faut penser différemment. Tu te sens prêt à avoir un enfant, là? Non, je pense qu'on n'est jamais prêt. Mais j'essaie de tout mettre en place pour accueillir ça comme il faut, à savoir là déménager dans le sud, aller au soleil, justement libérer un peu de mon temps, me donner une visibilité. Moi, dès que je pars en vacances, là, tu vois, quand je te dis je prends un mois de vacances à Noël et quand je prends 1 ou 2 mois de vacances l'été, j'ai toujours déjà 2 mois remplis payés de taf. Donc quand je rentre, j'ai zéro pression, tu vois. Je sais que tout est déjà calé, tout est déjà payé, donc j'ai du roulement tout le temps, tu vois. Là, les gens m'appellent en janvier, je peux pas coacher avant juin. Bon, bah voilà, j'ai suffisamment d'avance pour être tranquille, à mon rythme, et tout est bien. Tu vois, Comme on donc, dit dans les PME, ton carnet de commandes est plein. Ouais. Et il y en a que j'ai pas appelé encore. Mais alors attends, avoir un bébé, par contre, c'est comme le management. Hein. C'est plus, Ouais, c'est plus compliqué. Hein. En fait, j'allais te dire, c'est drôle, c'est pour ça que tu dis dans 5 ans. Et peut-être que dans 5 ans, une fois que tu seras passé par cette étape de père et que tu auras compris plein de choses, peut-être que j'aurais plus envie de faire du management, peut-être que je le verrais différemment que comme je l'ai vu auparavant. Je pense qu'aussi quand tu manages des sales, c'est différent. Moi, j'ai peut-être une vision, j'ai pris conscience de ça il y a pas longtemps quand j'en parlais, je sais plus avec qui, mais je pense que j'ai une vision très péjorative, je l'ai compris un peu, du management, parce que manager des sales opérationnel, j'entends. Quand tu es VP et que tu manages des head-off ou autres, c'est pas pareil. Quand tu manages des sales terrain, des sales opérationnels, je m'excuse hein, d'avance, qu'en plus c'est souvent des gens que je coach, hein, tu manages des têtes de cons tout le temps, en fait. Des gens qui se plaignent H24, il faut tout le temps être derrière leur cul. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi je suis pas une daronne, en réalité, parce que quand tu manages des sales, t'es une putain de daronne. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que les managers me font venir finalement dans les boîtes et qu'on en rigole quand on est en rendez-vous. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire, moi je suis le tonton. C'est-à-dire que le manager, c'est la daronne, il passe son temps à dire, mets pas tes coudes sur la table, mets pas tes coudes sur la table, mets pas tes coudes sur la table. Moi je suis le tonton, je vais venir 2 fois par an, je vais dire, mets pas tes coudes sur la table, putain. Je fais, ah oui, pardon, tonton, c'est vrai. Mais ta daronne, ça fait 20 fois qu'elle te le dit, tu vois. Ah oui, Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne te le dire pour que tu le comprennes et que tu le fasses. Donc c'est le genre aussi de gens à qui tu es confronté quand tu fais du sales. Surtout que le sales c'est très dur comme métier. Tous les métiers sont durs, attention, mais c'est dur parce que tu repars à zéro tout le temps. C'est des cycles super relous. Tu dois te confronter. Enfin, il y a plein de choses à comprendre. L'énergie qui fait du haut. C'est les montagnes russes en permanence. C'est comme l'entrepreneuriat. Donc c'est dur en fait. Et donc il faut arriver à les motiver. Il faut tout le temps être derrière et tout le temps derrière et tout le temps derrière. Et donc c'est épuisant aussi. Ouais, donc quand en fait, tu as ce biais du sales. Je pense. Exactement. J'ai ce biais du manager sales et pas manager opérationnel ou pas manager de dev ou autre, où c'est très carré, les gens ils font leur taf, machin. Le sales il est volatile, le sales il se barre au bout de 6 mois, le sales il vient pas, le sales il est en retard, il y a plein de trucs, tu vois. C'est ce qui fait aussi la beauté du sales, c'est qu'on adore aussi ces profils-là, mais il y a des fois on a envie de leur mettre des patates, tu vois. On les embrasse tous les sales de France. Mais oui, on les aime, mais putain, c'est dur à manager opérationnellement. C'est clair. Moi aussi j'ai fait directeur commercial assez jeune. C'est vrai que c'est. En plus, quand t'es jeune, en fait, et que toi-même, t'as pas la patience, l'expérience, et que t'es plus dans une quête d'apprentissage que de transmettre, c'est une telle énergie. C'est une population qui. Ouais, surtout que moi, j'ai été le truc. Enfin, l'erreur classique que font toutes les boîtes, c'est que moi, j'ai toujours été top performer dans mes boîtes. Donc, on m'a donné les rênes du management parce que j'étais top performer. Et en fait, c'est vraiment différent. C'est une connerie. D'être le meilleur et de savoir dire aux autres comment faire pour être ce que tu faisais toi. Manager est une compétence, pas une promotion. Totalement, mais genre totalement. Et j'en ai vu du coup dans une boîte avant, tu vois, chez Sunday, où une nana qui était top performer, monstrueuse pour moi. À l'époque, j'espère aujourd'hui c'est le cas, mais à l'époque, avait pas du tout les épaules pour être manager. Alors qu'une autre, qui elle était plutôt moyenne, tu vois, genre dans les stats, avait tout pour l'être, mais finalement c'est pas elle qu'on a donné le poste. Donc, si tu veux, oui, il y a cette erreur qu'on fait, mais à la fois ça se comprend parce que finalement aussi un sales, vu qu'il a la bougeotte et que si tu lui donnes pas ce qu'il veut, il se barre. Si tu lui donnes pas sa promotion au top performer, en fait il se casse.
En tout cas, quand il a des ambitions de manager un jour. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est ce rapport au succès où on a un peu dit aux gens que pour réussir, en particulier dans la Startup Nation, il faut absolument devenir manager. Alors que toi, tu montres bien que pour réussir, tu peux être aussi un excellent coach, un expert de ton métier. Totalement. Et du coup, effectivement, le problème des startups, c'est que t'es des gens qui managent super jeunes sans être formés, parce que le management, c'est une compétence, donc il faut être formé. Moi, je viens d'une boîte qui s'appelle Ignition qui fait la formation manager, donc voilà, c'est vraiment des compétences, des skills. Et puis, il faut les accompagner. Enfin, faut les accompagner, quoi. C'est ça le problème. Bah, moi, j'ai compris, tu vois, typiquement, quand on m'a donné les clés du management chez WeHelp dans ma première expérience, donc je suis monté, je restais 3 ans et demi, je suis arrivé BizDev, key account, référent national, head of sales, machin. Ça m'a cassé les couilles de ouf de manager. J'ai détesté ce rôle-là. Quand à un moment donné, j'ai eu un mec qui est parti, il a fallu que je compense le taf sur Paris, donc je suis reparti dans le taf opérationnel que je faisais avant, j'ai fait... Putain, mais en fait, c'est ça que j'aime faire. En fait, ça m'emmerde de manager les gars, de leur dire ce que je dois faire tous les jours, alors que moi, quand j'y vais, je kiffe. Et donc, c'est à ce moment-là que Sunday est venu me chercher. Moi, je m'étais dit, est-ce que je fais chier pour être head of sales? Le mec me dit, là, je peux pas te donner ce taf-là. Viens en tant que responsable grand compte. Demain, il y aura possibilité dans 6 mois que tu montes head of, tu vois. Et moi, je m'étais dit, tant mieux, en fait. J'ai envie de revenir, moi, sur le terrain. J'ai envie de tout créer. J'ai envie d'aller chercher mes rendez-vous. Quand t'es jeune, t'as besoin d'apprendre, en fait. Ah, mec, quand je suis revenu dans l'opérationnel pur chez Sunday, j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé. Et du coup, je venais plutôt en mode bras droit. Moi, j'étais un peu le co-capitaine, tu vois. Genre, il y avait le head-off. En fait, même pas le capitaine. Le head-off était le coach. Et moi, j'étais un peu le capitaine, tu vois. J'étais sur le terrain avec les gars. Je faisais la même chose qu'eux. Et j'étais un peu leader, tu vois. Mais c'était du manager. Et ça m'allait parfaitement. Et c'est un peu la posture que j'aime aujourd'hui dans les boîtes aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que le manager aujourd'hui, le VP, le head-off, quand je viens, moi, je suis ton bras droit, poteau. Je suis ton capitaine pour la journée. Je viens pas pour te dessouder, je viens pour t'aider, en fait, vraiment. Et moi, je vais porter ta parole sur le terrain avec eux. Je vais faire aussi avec eux, tu vois. Et ça, c'est ce que je kiffe le plus, vraiment. Moi, un truc qui m'inspire aussi chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu te mets peu de barrières. Tu te mets pas de limites à ton ambition. Ouais. Tu vois, je pense que la plupart des gens, on revient un peu sur le sujet de l'échec, mais de toute façon, on a tous peur de l'échec. Tu me diras, je suppose que tu as aussi peur de l'échec quand même. Mais j'ai le sentiment que quand tu dois faire une vidéo de SAV, tu t'en fous de savoir si ça va être un carton ou les gens là. Le fait de mettre, pourquoi je rigole, mais le fait de mettre quand même des vidéos sur Instagram, TikTok, etc., tu t'exposes à effectivement plein de déluges de commentaires haineux, etc. Ouais. Donc, comment tu fais pour dépasser cette peur de l'échec et pour pas te mettre de limites? Est-ce que c'est vrai que tu te mets pas de limites? À quel moment peut-être aussi tu te mets des limites parce que comme tout le monde, tu dois être humain? Les seules limites que je me mets, c'est si je me dis que ça va vraiment être nul et pas drôle, tu vois. Genre, si je me dis que les gens vont vraiment, ou que ça va vraiment être irrespectueux, ou vraiment pas drôle, je me dis non. Si tu crois pas, quoi. Ouais, si j'y crois pas, genre là, je vais pas montrer mon cul devant la caméra, tu vois, genre, ce serait pas drôle. Peut-être pas. Non, je me mets pas de limite parce qu'en fait, j'ai essayé très tôt de faire des choses, en fait, justement, et j'ai compris ça quand je suis parti justement vivre en Suisse, que j'ai testé ces trucs et que j'ai monté ma boîte et que ça a été, tu vois, je conseille à tout le monde de monter un projet très très tôt. Moi, à 22 ans, je suis trop content d'avoir lancé ce truc-là et de l'avoir foiré, donc d'avoir échoué, parce que j'ai vu que c'était possible et que j'étais capable de rebondir. Et donc, en fait, pareil, mon parcours, c'est j'étais sportif de haut niveau, je suis parti au début faire des études, après j'ai vendu des associations, je suis parti faire des études en management du sport, dans le sport je suis allé faire de l'événementiel, de la com, du marketing, du commerce, dans plein de trucs, après j'ai monté une boîte dans le nettoyage automobile, j'ai été bosser dans l'aide à domicile, après je suis allé bosser dans la restauration, dans une fintech, finalement aujourd'hui je fais du coaching pour tout secteur, enfin... Tu regardes le parcours, il veut rien dire, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas un truc tout droit, c'est pas je suis allé en grande école, je suis allé en conseil, ou je suis allé faire médecine, ou avocat, ou juriste. Ou... Mon parcours, il est dénué de sens pour d'autres, totalement logique pour moi. À ce moment-là, parce que tous les choix que j'ai faits, ils étaient sensés quand je les fais. Et sans me mettre de barrière, ouais, parce que je me dis, bah, on verra bien, en fait, je suis pas plus con qu'un autre, moi, c'est ce que je me dis. C'est le secteur, je le connais pas, mais j'ai des compétences qui peuvent correspondre au secteur. Le sales, c'est ça, tu vois, tu sais aussi bien normalement vendre quand tu sais faire une découverte, bien pitcher, négocier, closer, prospecter, que tu ailles appeler des assistantes sociales à l'hôpital ou des restaurants ou des DSI ou des trucs. À partir du moment où tu as choisi d'être là parce que le produit, il te fait kiffer, comme on disait tout à l'heure, et que tu parles à des gens que tu apprécies aussi, peut que se passer des bonnes choses. T'avais des rôles modèles quand tu étais petit? J'avais des rôles modèles. Tu vois, des gens qui t'ont inspiré parfois, et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens, notamment qui
qui, quand ils n'en ont pas, justement inventent leur trajectoire de succès sans se mettre de barrière. Et parfois, je sais pas quelle est ta relation avec tes parents, en particulier ton père, parce que chez les mecs, souvent ça joue. Mais quand tu as un père, par exemple, qui a beaucoup réussi, il y en a plein qui vont se mettre la pression, tu vois, de faire comme papa, parce que pour le fils, c'est un truc en psychologie assez basique, mais tu sais, tu t'identifies quand même notamment sur le modèle du succès. Donc, si le père est un peu une image trop forte, tu vas pas oser y aller, tu vois. Moi, mon père, par exemple, il n'a pas été une image trop forte, donc j'ai jamais eu trop de mal à dépasser le truc. Ma mère était plus exigeante, mais tu te compares pas à la mère quand t'es un mec. Donc, du coup, si elle te challenge et tout, c'est ce que disait McEnroe. Tu vois, McEnroe, il avait une mère atroce, mais il avait pas son papa. C'était bloqué. Ouais, non, bah moi j'ai eu les deux extrêmes opposés. Genre mes parents n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je sais même pas comment ils ont fait pour être ensemble après coup. Ma mère, elle est totalement un peu dans son monde, un peu dans la lune. C'est que de l'amour et de la bienveillance, mais du coup, enfin, je sais pas comment elle l'a fait pour survivre à la vie. Ma mère, tellement, tu sais, justement, elle en est parfois un peu niaise sur des trucs. Tellement elle est gentille en fait de ça, tu vois. Et mon père, donc elle, comme je te dis, plutôt dans une boîte un peu toute sa vie, à faire un job comme elle a pu, à rentrer par la porte de ce côté, etc., à être assistante de direction. Et mon père, plutôt très gros caractère, de ce qu'il donne, il montre qu'il a beaucoup confiance en lui. Je pense que ça cache autre chose, mais bon voilà. Entrepreneur, plus ou moins toujours réussi ce qu'il a fait, tu vois, sans être encore une fois pareil, un entrepreneur qui fait 10 millions par an, mais il a toujours réussi, il a toujours eu un train de vie, avoir des belles voitures, des grosses maisons, donc tu vois ça, alors que de l'autre côté, moi, ma mère était dans un petit appartement, un truc un peu, bon voilà, standard, j'ai envie de dire, et de l'autre côté, beaucoup d'opulence à ce niveau-là, donc bah, je me suis dit, c'est possible, à la fois je vivais avec ma mère, donc j'étais pas bridé parce que du coup ma mère elle forcément elle m'a toujours poussé à faire des choses, j'ai jamais eu peur. Mon père lui a certainement plus réussi. Si j'avais vécu avec eux, peut-être que j'aurais été plus bridé, tu vois, parce que oui, puis ils ont des idées très arrêtées, donc c'est très castrateur aussi. C'est si tu fais pas comme eux. Bah, en fait, comme ils comprennent pas ce que tu fais, en fait, ils Pas bien, cassent. quoi. Ouais, en tout cas, ils encouragent pas. Donc, il a fallu que je me fasse un peu tout seul, j'ai envie de dire, au milieu de tout ça, que je prenne le meilleur des deux mondes, à savoir beaucoup de bienveillance, de gentillesse du côté de ma mère et une force de caractère et un côté très bulldozer de mon daron qui a pas peur de faire les choses. Et j'ai essayé de faire un peu le mélange et le meilleur de tout ça. Après, les rôles modèles, bon, mon grand-père de ce côté-là aussi, très fort, qui s'est fait tout seul, qui a monté une grosse boîte dans le BTP quand il était jeune, immigré d'Italie, sur les chantiers depuis 12 ans, donc grosse force de caractère aussi. Et après, dans les gens sinon connus autour, j'ai des mecs qui m'ont un peu aidé à me structurer, à voir toute la parole que j'ai aujourd'hui, je pense, elle vient aussi d'eux. J'aime beaucoup Simon Sinek. J'adore ce mec depuis plus de 10 ans, j'écoute ce qu'il fait et Start with why. Ouais, juste il parle avec vraiment beaucoup d'authenticité, de belles valeurs tout le temps, tu vois, c'est des analyses sur la vie, je trouve, qui sont très fines, et, tu vois, genre sur les générations aussi, enfin hyper intéressantes. Gary Vaynerchuk, moi j'ai beaucoup aimé ce mec, un peu très grande gueule, je pense que c'est ce qui fait que ça m'a donné confiance aussi pour me dire sur des podcasts ou quoi, ou des vidéos, merde, chier, putain, fuck, tu vois, parce que lui c'est ce qu'il fait aussi dans ses vidéos, mais pareil, il prône beaucoup de putain, vas-y, aie pas peur, faut y aller, tu vois, genre on a qu'une vie, on va mourir, machin, et avec pareil, un des premiers investisseurs de Uber, de Facebook, de trucs, donc tu dis putain, le mec est quand même solide, et il prône des choses, des belles valeurs, il est en t-shirt, il est en truc rincé, tu vois. Tony Robbins que tu as cité, j'ai beaucoup aimé. Mark Cuban aussi, le propriétaire des Dallas Mavericks et entrepreneur à succès de ouf aussi, milliardaire. Qui veut être mon associé version. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Shark Tank. Ouais. Qui est incroyable comme émission. Et lui, il est incroyable. Pareil, quand tu le vois au bord du terrain avec ses t-shirts Maverick, il s'en bat les couilles. Le gars, il pèse des milliards et il est straight to the point dès qu'il parle. Il est cash, il est sensé, il est humain. Moi, c'est que des mecs comme ça que j'ai eu que j'essaie d'avoir comme exemple sur les réseaux. Des cas qui réussissent. T'as quand même beaucoup d'influence américaine en fait. Je me rendais pas compte. Ouais, bah en France, j'ai pas vu beaucoup de gens qui m'ont inspiré. On parlait tout à l'heure de Guillaume, je regardais toujours d'un coin, mais Guillaume, c'est le plus américain des Français. Mais Guillaume, c'est le plus américain des Français, et voilà. David Laroche, dont tu as parlé tout à l'heure, un peu, mais de loin. Je connais pas bien. Pour moi, c'est un peu il essaie, en tout cas peut-être, et très bien d'ailleurs, d'être un peu le Tony Robbins français. En tout cas, il fait des choses un peu similaires. Et j'ai écouté certains de ses trucs et j'aime bien aussi. Pareil, ce qu'il prône, c'est un bon gars.
Sinon, ouais, non, voilà, c'est à peu près tout. Ah non, Hein, plutôt américain en fait. Je me rendais pas compte. ouais, bien sûr. surtout dans le sales en plus, Ouais, bien la sûr, grosse bien sûr. culture sales, elle Alex est quand même vachement Hormozy aussi, non, américaine. tu Ouais, comprends. Hormozy un peu de loin, je regarde un peu ses trucs. Je suis tombé sur lui, je sais pas, il y a un an ou deux, juste. Mais j'aime bien. Naval Ravikant, tu Ouais, as un lu petit peu. l'almanach? Ouais, Je te le ouais. conseille, franchement, Ouais. hyper bien. Pareil, Naval, Pas j'écoute. écrit par lui d'ailleurs. Je lis un peu de ses trucs. Ouais, non, Hormozy depuis peu, mais dans la vibe, j'aime bien. C'est vrai, c'est des gars, tu vois. Ils prônent des bons trucs, ils sont smart, ils parlent bien. Ça, je pense qu'en vrai, le modèle solopreneur, c'est comme d'hab, ça vient plutôt des US. Oui. Tu vois, tous ces mecs-là, tous ces Shail Bloom et tout, tous ces gars-là, c'est des solopreneurs. Après, je pense qu'ils ont plus ou moins des équipes, je sais pas si c'est des CDI, des trucs, des machins, tu vois. Mais en tout cas, eux, ils ont un modèle personal brand, liberté à fond, on optimise la création du cash par une personne, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est en train d'arriver. De toute façon, le travail est en train de changer, il faut l'accepter. C'est ça qui est intéressant. Totalement. Aussi. Ok, trop bien. Écoute, 2 dernières questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Ben, que l'accouchement se passe bien et que le bébé soit en bonne santé, je pense que c'est le premier. Et que j'arrive à me libérer ce fameux temps et que je trouve un peu que je progresse encore, parce que je pense que c'est en fait un travail sans fin, que je progresse dans cet équilibre vie pro, vie perso, et que j'arrête de me prendre le chou, parce que là, comme je te dis, je parais sage et puis j'essaie de transmettre moi ce que je pense, mais quand je suis seul chez moi, d'ailleurs j'ai toujours eu ce syndrome du clown triste, comme je disais, quand les gens me voient, que ce soit sur les réseaux, dans les entreprises, j'ai toujours la banane, je suis toujours hyper actif. Parfois quand je suis seul chez moi, il y a des jours où comme tout le monde, je pense, je broie du noir, tu sais, genre je suis avec mon jogging, mon sweat, et j'ai pas envie de parler, tu vois, et je cogite beaucoup, et c'est vrai que je sais pas, cette histoire de, tu vois, gagner beaucoup d'argent, c'est quand même un truc, ça te monte pas la tête, mais ça te prend la tête, tu vois, parce que t'es là en mode genre, ok, mais c'est quoi la next step, justement? Moi qui suis toujours en recherche de plus, bah là je me dis, c'est bon, arrête de vouloir plus. Mais comment on accorde tous les violons et comment on fait pour surtout être heureux, en fait. Ouais. C'est ce que disait Tony Robbins. Il a une phrase que je trouve incroyable. Il dit the ultimate failure, c'est le pire échec, c'est gagner plein d'argent et être malheureux, tu vois. C'est le pire truc que tu puisses avoir dans ta vie, quoi. Ouais, non, c'est horrible. Plein de gens c'est pour ça que l'argent en tant que fin en soi, souvent c'est très creux, parce que au bout d'un moment, t'as gagné 1 million, et so what, 2 millions, t'es pas plus heureux. Enfin, tu vois, c'est une course vers l'avant, mais futile, quoi. Non, c'est que j'arrive à travailler un peu plus sur cette anxiété, parce que je pense qu'il y a toujours eu un manque, tu vois, genre j'ai la peur du manque, je me rends compte aujourd'hui. C'est maintenant que j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai peur que ça parte. Il y a quand même parfois des trucs alors tu vois, comme je te dis, c'est pour ça que je travaille pour avoir de l'avance, pour être toujours tranquille, pour me rassurer, mais j'ai cette peur c'est arrivé tellement vite que j'ai peur que le soufflet s'étombe en fait d'un coup, et que il se passe plus rien, tu vois, finalement, du jour au lendemain. Je sais pas par quel miracle, je pense que ça peut pas arriver, mais il y a des moments donnés comme ça, j'ai cette anxiété de dire putain, mais est-ce que je peux pas comme ça là juste me dire que ça suffit, tu vois, en fait, c'est bon. Moi, j'ai trouvé que les deux trucs je me reconnais pas mal dans ce que tu dis sur le côté clown triste. En tout cas, le débordement d'énergie dans beaucoup de facettes de ta vie, puis des gros moments de down. Ouais. Les deux trucs qui m'ont le plus aidé, je pense, c'est la thérapie. Je sais pas si toi t'en as déjà fait, Ouais, mais ça, franchement, ça fait c'est hyper utile. 3 ans maintenant. Bah ça, franchement, moi, je conseille à tous les mecs, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont de la résistance à ça, mais c'est quand même hyper important. Et deuxième truc, c'est avoir un enfant. Bon, tu vois, je sais pas comment tu le vivras, je te le souhaite hyper bien, mais c'est vrai que les choses prennent un sens. C'est vrai qu'un enfant, il te donne, même s'il te donne pas de la reconnaissance, il te donne beaucoup de fatigue, il va quand même te donner énormément d'amour. Et le fait de donner sans attendre en retour pour une fois dans ta vie, vraiment de le faire vraiment, tu vois, c'est incroyable comme expérience, je trouve. Ouais, je suis d'accord. J'espère que tu vas le vivre. Bah, écoute, je te souhaite en tout cas que tout se passe bien et que tu trouves ton chemin là-dessus à fond. Et dernière question, je sais pas si elle est glauque ou pas, mais comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi à la fin de ta vie? Comme le mec avec un bandana. Non, je rigole. L'horreur, tu sais. Dans le cercueil, il y aura mettre les bandanas. Non, je déconne, ça c'est drôle. On n'a pas parlé de branding, mais ça c'est assez drôle. Ouais. L'histoire du bandana. Vas-y, raconte-la vite fait. Non, le bandana, c'est parti d'où? C'est que je voulais un truc un peu différenciant. J'avais compris que sur les réseaux, il fallait avoir un marqueur, un truc visuel un peu fort pour que les gens, du coup, captent, et qu'au pire, quand les gens savent pas ton nom, te disent « Mais si, c'est le mec, là, avec le truc, tu sais. » Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut aller? Genre, je vais pas mettre une casquette comme tout le monde, je vais pas mettre un bonnet, j'aime pas les chemises, j'aime pas les trucs. Enfin,
Je me dis, pourquoi pas un bandana? Moi, à l'époque, j'adorais sortir en festival avec des potes et je ramenais toujours des bandanas pour tout le monde. Je trouvais que c'était le moyen de se repérer. Je prenais 10 bandanas de couleurs et on était les mecs aux bandanas et c'était drôle. Et quand on a commencé à faire le call club avec Julien à l'époque, donc on prenait des rendez-vous en direct sur LinkedIn le vendredi. Je lui dis, viens, on met un truc, on met des bandanas et tout. Il fait, c'est de la merde les bandanas, moi je vais mettre une casquette. Je dis, ok, bah mets une casquette et moi je mets un bandana. Et j'avais commencé à mettre un bandana de couleur comme ça. Et en tant que fan des Tortues Ninja à l'époque, moi j'étais fan des Tortues Ninja quand j'étais petit, je trouve ça, j'ai un lien à l'enfance avec ça qui me fait marrer. Et donc je me suis dit, bah tiens, trop stylé, je vais mettre un bandana, ça me fera penser Tortue Ninja. Et j'ai pris le orange parce que Michelangelo, c'est le plus con des 4 Tortues Ninja. Et je me suis dit, comme ça, je me prends pas au sérieux et je mets ça. Voilà. Trop bien. Voilà pour l'histoire. T'es Michelangelo du coup, toi. Michelangelo, ouais. C'est le plus con. Enzo Colucci quoi. Parce qu'en fait, t'as déjà le truc italien. C'est ça, quasiment. Ok. Et voilà. du coup, et comment on se rappellera de moi, je sais pas. J'espère comme quelqu'un qui a un peu marqué l'univers sales. Je sais pas comment. Tu vois, moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est j'essaie que les gens prennent du plaisir enfin dans ce qu'ils font, qu'ils arrêtent d'aller au travail par défaut, qui se reconnectent un petit peu à eux et pourquoi ils font les choses, et qui prennent du plaisir. Donc si je peux être celui qui arrive en dédramatisant certains aspects du sales, qui arrive à vulgariser beaucoup de concepts sales pour que les gens puissent se reconnecter à eux et arrivent à connecter surtout avec les autres, parce que la vente c'est avant tout un lien humain qu'on crée avec d'autres, si je peux aider tout le monde à aller dans ce sens-là, ce sera une belle victoire. Ouais. Génial. Écoute, j'espère qu'il y a de la marge. De toute façon, t'as 34 31. Ouais, bon, même jusqu'à 80, 90. Ouais, parfait. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai hâte de monter sur scène à 80 ans, montrer mon cul plein de tatouages. Et ton bandana flétri. Je finirais toujours comme ça. À 80 ans, t'en as rien à foutre. Il faudrait que je fasse un disclaimer sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de gros mots dans cet épisode pour les gens choqués. Tu préviennes. J'ai beaucoup fait ça aussi aujourd'hui. D'habitude, je fais jamais ça. Ah ouais, c'est bizarre. Ce geste-là aujourd'hui, je l'ai énormément. À l'image, on va comprendre, mais au son, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il arrête pas de s'applaudir, le gars. Et j'arrête pas de faire ça. Tout à l'heure, je me suis vu quand on parlait d'immobilier, je me suis fait la remarque dans ma tête. Je dis, tu fais jamais ça. Pourquoi tu fais ça là maintenant? Bref, voilà. Ça sera la marque de l'épisode. Bon, merci beaucoup, Enzo. Allez, ciao, ciao, mec. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.